Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on reçoit Julien Méniel. Julien, je l'avoue, j'ai découvert ton travail assez tard, il y a 5 mois, parce que tu as fait une vidéo pour répondre au fameux bad buzz sur le sport que je me suis pris avec Camille Giry il y a un peu plus d'1 an de ça. Mais toi, au lieu d'en rajouter une couche comme tous les autres et de venir en ayant bu un bidon d'essence pissé sur notre feu de camp, toi, t'as choisi une approche inédite sur les réseaux, la bienveillance. Et j'ai donc eu le plaisir de découvrir une vidéo à la fois précise, sourcée, drôle et intelligente qui m'a appris des choses. Et surtout, j'ai eu enfin l'impression que la personne qui parlait de notre travail avait fait l'effort d'essayer de comprendre ce qu'on avait voulu dire. Du coup, je suis allé checker ton taf en ligne et j'ai eu le plaisir de découvrir qu'être précis, sourcé, drôle et intelligent, c'est un peu ta marque de fabrique en fait. Et c'est pas pour rien, il faut dire que tu as une vraie formation en santé puisque tu es infirmier diplômé d'État et que tu as exercé pendant 10 ans, notamment en réanimation, en chirurgie et au SAMU, avant de faire un virage à 90 degrés et de devenir journaliste. Un nouveau métier où tu as à nouveau excellé et qui t'a plutôt très bien réussi puisque tu as fini par devenir rédacteur en chef adjoint chargé de la vidéo du média 20 minutes. On est alors autour des années 2013-2014 et c'est par là que tu vas croiser un petit jeune qui commence à bien marcher sur YouTube, un certain Cyprien, avec qui le courant va très bien passer et avec son aide, tu vas lancer en 2015 ta propre chaîne YouTube dédiée à la vulgarisation et à la prévention santé, une chaîne qui s'appelle Dans ton corps, et qui réunit aujourd'hui pas moins de 740 000 abonnés. Ce qui amène ma première question, Julien, ça vient d'où cet intérêt, voire même peut-être cette obsession pour la santé? C'est une très bonne question à laquelle j'ai pas forcément de réponse. La vérité, c'est que je suis tombé dans la santé complètement par hasard. Euh, j'avais eu mon bac, j'avais commencé une fac de langue et j'avais arrêté très vite. Et ma frangine voulait devenir infirmière et moi je savais pas quoi faire de ma peau, donc je lui ai dit vas-y prends-moi un dossier. Je me suis inscrit, j'ai eu le concours, je suis devenu infirmier complètement par hasard. Et après, le fait est que ça m'a plu, parce que c'est clairement pas un métier que tu peux faire en y allant à reculons. Donc ouais, le fait est que ça m'a plu. Et après, comme tu l'as dit, j'ai un peu bifurqué, parce que quand j'étais journaliste, c'était pas du tout mes sujets de prédilection, la santé. Évidemment, quand il y en avait, la grippe H1N1, ça a été pour moi pendant des mois, mais c'était pas ma thématique de prédilection. Et c'est vraiment au moment de me lancer sur YouTube, ça a vraiment été dans cet ordre-là. J'ai eu l'envie de me lancer sur YouTube, et après je me suis dit, sur quelle thématique je peux avoir une valeur ajoutée? Clairement, oui, la santé, quoi. Ouais, du coup, c'est ce que j'allais te demander, c'est au moment où tu lances ta chaîne YouTube, pourquoi t'as dit, voilà, la santé plutôt que, je sais pas, par exemple, la musique, je crois que t'es un gros passionné de métal, tout ça et tout. Pourquoi t'as dit, vas-y, je vais partir sur la santé, alors que finalement, voilà, t'aurais peut-être pu parler guitare et grosse batterie. Ouais, alors, pour 3 raisons. La première, c'est que je me sentais pas à l'époque légitime à parler de musique, mais c'est une question qui s'est posée pour de vrai. Mais Mhm. je me sentais pas légitime à le faire. Aujourd'hui, je suis pas plus légitime à le faire, sauf que je m'en bats les couilles, donc maintenant je parle musique. On a même lancé un média musical avec une bande d'amis, etc. Donc il y a plus de soucis. C'est Euh, Loud, c'est ça? Loud? Loud, ouais, c'est ça. Loud, Ouais, ouais, ouais. voilà, faut le dire avec l'accent stylé. Ouais. Euh, et la deuxième, c'est que bah, en vrai, j'hésitais. Moi, à la base, je voulais me lancer. Je voulais lancer une chaîne YouTube d'humour. Je voulais faire des vannes, des Mhm. sketchs, des trucs face cam. On appelait ça des podcasts à l'époque, au temps des dinosaures. Je voulais faire ça et je me suis dit, pouah, il y a embouteillage et je- est-ce que j'ai vraiment un truc nouveau à apporter là-dedans? Pas tant. Et du coup, j'en ai discuté un peu autour de moi. Et c'est Cyprien, comme tu disais, qui était à la fois un collègue et qui était devenu un ami. Parce qu'au moment où moi je me suis lancé, lui il était parti de 20 minutes. C'est lui qui m'a dit, mais mec, la santé, clairement, c'est ton truc. Mhm. Ça concerne tout le monde, personne n'en parle. Enfin, il y avait quelques petites chaînes, mais pas beaucoup à l'époque. Donc il y a à la fois la place, t'as la légitimité, tu sais le faire parce que j'avais déjà fait une ou deux tentatives. Donc voilà, je me suis lancé sur la santé. Mais à ce moment-là, du coup, tu parles de Cyprien, justement, qui était déjà quelqu'un qui avait une chaîne YouTube, je crois, à 2-3 millions d'abonnés, qui marchait quand Ouais. même pas trop mal.
Toi, tu as cette idée que tu vas en faire une carrière professionnelle et tu dis, voilà, c'est un métier vers lequel je me dirige, une continuité peut-être de ton métier de journaliste ou quoi, ou alors tu dis simplement, non, petite passion, hobby, et puis on voit. Non, moi à ce moment-là, l'objectif c'est clairement que ça devienne mon boulot. Moi j'ai la chance à ce moment-là d'avoir quitté 20 minutes dans des conditions idéales, c'est-à-dire qu'il y a eu un changement d'actionnaire. Truc de droit de la presse un peu compliqué, quand tu as un changement d'actionnaire, tu peux faire valoir ce qu'on appelle une clause de cession, c'est-à-dire sans avoir à justifier, tu dis c'est plus les mêmes actionnaires, j'ai plus envie de travailler là, donc je m'en vais. Et c'est pas considéré comme une démission, donc tu as le droit au chômage, tu as le droit à une belle indemnité de départ, en correspondant au nombre d'années que tu as fait dans la boîte. Donc je suis parti et je me suis dit, bah là j'ai 2 ans de chômage qui me permettent de lancer ma chaîne. Si dans 2 ans c'est viable économiquement, bah tant mieux. Si c'est pas viable, tant pis, je reprends un job de journaliste ou d'infirmier. J'étais pas non plus, c'était un risque mesuré. Et puis ça a pris avant les 2 ans, ce qui fait que j'ai même pu demander à ce qu'on arrête, enfin me désinscrire du chômage. Et voilà. C'est quoi qui a marché les premiers trucs où vraiment tu te dis là j'ai trouvé le truc, ça commence à fonctionner. Et comment ça se passe au début, je sais pas, peut-être pour négocier des contrats, pour réussir, quand on parle de santé, de vulgarisation, comment on gagne sa vie sur YouTube? Bah, ce qui a marché, d'abord, c'est l'aide enfin, c'est grâce à l'aide de Cyprien. Et dans toute la DA et toute la préparation technique de la chaîne, et dans le fait qu'il m'a présenté aux gens de Webedia, donc d'emblée, moi j'ai signé chez Webedia avant d'avoir sorti une seule vidéo, Ah ouais. ce qui fait que c'est quand même vachement plus pratique. Notamment parce que bah, il me filait un studio où tourner mes vidéos, il me filait le matos, il payait le monteur qui montait mes vidéos, parce que si je l'avais fait tout seul, j'aurais fait une vidéo tous les 2 mois au lieu d'une vidéo par semaine. Donc déjà il y a ça. Cyprien, qui était aussi dans ma première vidéo, qui faisait une apparition, donc il a relayé. Donc comme tu disais tout à l'heure, c'était déjà quelqu'un sur les réseaux et sur YouTube. Donc évidemment, ça m'a permis de grossir très très vite en nombre d'abonnés, etc. Ce qui est toujours plus facile pour aller chercher des contrats après. Mais après, le plus dur, ça a été l'énorme poussette au bas de la colline à monter. Mais après, il a fallu pédaler. Je pense que ce qui a plu, c'est à la fois le ton pas du tout institutionnel sur des sujets où parfois il y a un jargon incroyable et où les gens captent rien, et aussi les thématiques. Là encore, pas de tabou, des trucs sciences dures, comme les maladies en soi, mais aussi des trucs vie quotidienne, la gueule de bois, machin, etc., des trucs super concernants. Je pense que c'est ça qui a plu. Et en vrai, j'ai pas tant changé de DA depuis le début. Et tu parles du côté un peu informel, de la manière dont tu parles et tu t'exprimes dans tes vidéos. Moi, c'est quelque chose que j'apprécie énormément dans tes contenus. Mais je me disais, quand tu as commencé à faire ça sur Internet, que ça a commencé à marcher, est-ce que tu n'as pas eu des réactions un peu du milieu de la santé, justement, peut-être d'anciens collègues, de médecins, enfin des critiques, puisque je sais que ce sont des milieux où les spécialistes, souvent, ils n'aiment pas trop le côté un peu détente de la vulgarisation, parfois ça hérisse des poils. Est-ce que toi, tu as ressenti ça au moment où tu as commencé à percer un peu? Ouais, 100%. J'ai vraiment eu 2 types de réactions complètement aux antipodes et venant du même type de personnes, à savoir essentiellement des médecins. Au départ, c'était surtout des médecins qui venaient juger mon boulot. La première réaction typique, c'était c'est trop bien, la vulga, en gros c'était voilà ce qu'on aimerait faire si on avait le temps de le faire à chaque consultation avec nos patients. On n'a pas le temps de le faire, donc je recevais des messages de médecins qui me disaient sur telle et telle pathologie, quand j'ai des patients qui comprennent pas, je leur file l'adresse de ta chaîne et je les envoie regarder tes vidéos, comme ça moi je gagne un quart d'heure de consultation, etc. Donc trop bien. Stylé, ça, ouais, franchement. Et voilà, c'était exactement pour ça que je faisais ça, tu vois. C'était informer les gens sur ce qui leur arrive, quoi. Et l'autre réaction, c'était ce que j'ai le plus entendu au début, c'est exercice illégal de la médecine. Le mec met une blouse blanche et a un stéto autour du cou parce que c'était ma tenue à la base, alors qu'il est pas médecin.
Donc il a fallu, dans un premier temps, que je rappelle aux gens que la blouse blanche, c'est pas l'apanage des médecins, c'est vraiment tout le personnel soignant, essentiellement hospitalier, a une blouse blanche. Le stéthoscope, bah moi en tant qu'infirmier, je m'en servais aussi, pas pour la même chose que les médecins, mais je m'en servais aussi, ne serait-ce que pour prendre la tension, par exemple. Donc vraiment, il a fallu calmer tout ça. Et après, il y avait, oui, mais quelle légitimité c'est qui ce mec, on sait pas d'où il sort, machin, blabla. Et bon, bah oui, certes, mais après, le magazine de la santé à la télé, c'était la même. Hein. C'est un médecin, personne n'a jamais demandé à Michel Simès qui monte son diplôme avant de faire une émission télé. Bon bah moi j'estimais que j'avais pas à montrer mon diplôme d'état infirmier avant de faire des vidéos YouTube. Et tout ça en fait ça s'est assez vite calmé. Quand les gens ont vu que je racontais pas de la merde, que tout était toutes mes vidéos faisaient l'objet de recherche en amont, que c'était sourcé, que c'était voilà, donc ça s'est vraiment très très vite calmé. C'est marrant ce que tu racontes sur la hiérarchie dans le milieu de la santé, dans la tête des gens, le côté un infirmier qui parle, c'est quand même moins bien qu'un médecin, qui est quand même moins bien qu'un chirurgien, qui est quand même moins bien que je sais pas quel je sais pas quel spécialiste. Ça, j'avoue, j'avais pas pensé sur le coup. Moi, je me suis dit, ah non, mais un infirmier, bon, les gens, ils doivent se rendre compte et tout. C'est quelque chose, tu l'as encore aujourd'hui, parfois, ça, ou c'est complètement passé? Non, aujourd'hui, j'ai plus ça. Moi, ce que je trouve d'autant plus ironique, c'est que le rôle d'éducation, c'est vraiment littéralement dans les statuts de la profession d'infirmier et d'infirmière, quoi. C'est-à-dire, ça fait partie de ton rôle. T'as les soins techniques, les soins de confort, etc., et les soins d'éducation. C'est-à-dire, tout ce que je fais là en vidéo, je le faisais déjà à l'hosto. Expliquer à un patient, voilà ce que vous avez, voilà pourquoi on vous fait ça, voilà ce que tel médicament va vous faire, voilà ce qu'il va falloir faire en ressortant après, voilà ce qu'il faut faire pour éviter que ça recommence. C'est la même chose, sauf que là, je m'adresse pas à une personne dans un lit, je m'adresse à des milliers de personnes qui regardent une vidéo. Et très clairement, quiconque est déjà allé à l'hosto sait que, et je vais pas déclencher de polémique, les médecins et les chirurgiens ont 1000 choses à faire, mais quand t'as des questions à poser concrètes, tu sais que le médecin, tu vas le voir 2 minutes par jour parce qu'il va passer dans ta chambre et qu'il va avoir 1000 patients à voir, etc., et qu'il n'aura pas le temps de répondre à tes questions. Pas forcément le temps. Et par contre, tu sais que si tu as des questions comme ça à poser, tu demandes ça à l'infirmière, à l'infirmier, à l'aide-soignante, et là, il y aura le temps de le faire. Donc non, après, tout ça c'est calmé. Aujourd'hui, j'ai plus ça. Aujourd'hui, bizarrement, les trucs qui m'arrivent là, ça m'est arrivé 2 fois le mois dernier. C'est des gens qui viennent me chercher pour faire ce que je fais sur YouTube, mais en marque blanche pour leur truc à eux. Et qui me disent par contre c'est possible de mettre une chemise à manches longues pour cacher les tatouages, et c'est possible de faire un effort sur la sape et de votre décor là, vous pouvez enlever la tête de mort dans le décor et tout, voilà, c'est plus ça aujourd'hui. Pas assez sérieux, pas assez scientifique. Voilà, c'est ça. Mais je plus sois ce que tu disais sur le médical, moi j'ai été à l'hôpital plusieurs fois pour des divers problèmes de santé, et c'est vrai que le contact rassurant, à l'exception peut-être de une chirurgienne avec qui voilà, j'avais pu avoir un peu un échange machin, mais la plupart du temps, ça a toujours été les soignants autour, les infirmiers, les infirmières qui viennent avant ou après des opérations, des choses comme ça, qui vont avoir ce temps en fait, qu'ils n'ont pas forcément d'ailleurs, mais qui vont le prendre en tout cas, pour essayer d'être rassurant, pour essayer d'être là en fait pour le contact humain. Donc je pense que c'est quand même pas à minimiser. Et je me demandais en fait du coup, vu que t'as quelqu'un qui a l'air d'avoir quand même un attachement très fort à ce métier-là, pourquoi quand même être parti vers le journalisme et pas être resté justement dans le milieu du soin? Alors d'abord, moi j'ai pas fait le saut hôpital journalisme comme ça. Hein. J'ai fait hôpital, puis après j'ai fait soins à domicile, puis après j'ai fait éducation téléphonique pour Mondial Assistance. Enfin, on avait un service d'éducation à la santé par téléphone, etc. Pourquoi être parti de l'hôpital? Puisque à la base c'était ça le truc. Je suis parti de l'hosto parce que déjà à l'époque, et ça date, je me rendais compte que j'avais plus ni le temps ni les moyens de faire mon métier correctement. C'est-à-dire que ce temps dont on parlait là, qu'on pouvait prendre ou qu'on prenait pour expliquer les choses aux patients, pour les rassurer, pour les mettre bien, etc., avant ou après les interventions, enfin moi c'était de la réanimation, donc ça a la réputation d'être très technique, mais en vrai, quand tu finis en réanimation, si t'as pas quelqu'un qui prend un peu le temps de te rassurer
avant que tu t'endormes ou quand tu te réveilles, c'est horrible. Et moi, j'avais vraiment conscience que je voyais les conditions de travail se dégrader. Je voyais que c'était de plus en plus à la chaîne, qu'on n'avait plus du tout le temps de faire les choses correctement. Et moi, je me reconnaissais plus dans la façon dont on me demandait de travailler. Et je me suis beaucoup posé la question avant de partir, parce que je me suis dit, en fait, c'est lâche parce que je me barre, parce que moi, je supporte plus. Mais du coup, j'avais un peu l'impression de planter les patientes et les patients et de leur dire, bah, je suis désolé, moi, j'arrive plus à bosser comme ça, démerdez-vous avec les autres, quoi. Mais en vrai, c'est un métier que tu peux pas faire bien si tu le fais pas en étant en accord avec la façon dont tu le fais. Donc ça a été ça ma démarche. Ça a été et en soins à domicile, c'était la même chose. Quand j'enchaînais des 30-40 patients par jour, des fois j'enlevais même pas mon manteau en arrivant chez les gens parce que j'arrivais, c'était paf paf. Alors c'est quoi l'ordonnance, machin, pif, la piqûre, allez au revoir, à demain. J'avais l'impression de bosser à la chaîne et c'était atroce. Donc c'est pour ça que je suis parti. Oui, je garde un attachement, en tout cas je garde des super souvenirs de ces années-là, et aujourd'hui ça me manque encore le côté soin direct aux personnes. Ça me manque aussi le côté équipe, parce que c'est des métiers où t'es obligé de bosser vachement en main dans la main, etc. Surtout dans les trucs d'urgence comme l'AREA ou le SAMU, etc. Donc tout ça, ça me manque. Mais j'ai réussi à trouver le petit truc pour me dire, bah je continue un peu à être utile à ces gens-là, mais différemment, par un autre médium, quoi. Et cette casse du système de santé, enfin en tout cas de cette dégradation de tes conditions de travail, toi tu l'assimiles à quoi? Expliquer aux gens qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là et pourquoi c'en est arrivé au point où toi, comme beaucoup d'autres, t'as fini par quitter un métier pour lequel t'avais un attachement si fort. Ben, alors, je vais pas saouler les gens avec des trucs techniques de financement des hôpitaux, etc. Mais je sais pas s'il y a des gens qui sont dans le chat qui sont familiers avec le concept de T2A, c'est-à-dire la tarification à l'acte. En gros, il y a eu un moment... Toi non? Bah écoute, en gros, il y a eu un moment, pour faire très très simple, il y a eu un moment où les gens se sont dit, on va changer la façon d'attribuer, de financer les hôpitaux, d'attribuer des budgets aux hôpitaux. Avant, c'était vous avez besoin de temps, on vous donne temps. Après, ça a été il faut justifier le fait que vous ayez besoin de tel budget. Et pour ça, on s'est mis à faire donc la tarification à l'acte, c'est-à-dire on a codifié, on a dit prendre en charge tel type de patient, c'est découpé en tant d'actes, et pour tel acte, on vous donne tant de budget, etc. Et donc, il y a eu tout un tas de trucs qui sont devenus hyper malsains. Genre, il y avait des patients qui avaient besoin de soins, mais les actes rapportaient tellement peu d'argent à l'hosto qu'on s'est dit, ces gens-là, ils vont dégager vite, ils vont vite rentrer chez eux alors qu'ils auraient besoin encore d'être hospitalisés. Pour d'autres, on a dit, on va se spécialiser dans tel type de soins parce que ça rapporte beaucoup d'argent à l'hôpital, etc. En gros, c'est une espèce de forme de privatisation qui tait son nom. En tout cas, c'était un appel à la rentabilité. Et quand on parle d'humain, quand on parle de santé des gens, le côté rentabilité, c'est quand même atroce, quoi. Et donc, moi, c'est à peu près à cette période-là que j'ai commencé à ressentir les premiers effets de... il y a de moins en moins de personnel, il y a de plus en plus de patients parce qu'ils défilent, parce qu'il faut faire du rendement, faut faire du chiffre, etc. On se retrouve même à faire des actes qui sont pas complètement nécessaires pour le patient, mais au moins comme ça on pourra le facturer, ça va, voilà. Donc tout ça, ça fait partie des trucs qui m'ont dégoûté à cette époque-là. Et depuis, ça ne va que dans ce sens-là. Et quand je vois aujourd'hui, j'ai encore des potes dans le milieu qui me racontent la façon dont ils bossent et dont elles bossent, je me dis, ça doit être odieusement dur, quoi. Et c'est intéressant ce que tu racontes, parce que c'est quelque chose, moi, que j'ai entendu plusieurs fois dans différents milieux, mais souvent dans des boulots, pas dire des boulots passion, mais des boulots où les gens mettent énormément d'attachement à ce qu'ils font et où tout se dégrade. Je pense par exemple à des gens que je connais qui sont dans l'éducation, qui ont toujours voulu être professeur des écoles ou prof en collège et tout, et qui se retrouvent dans des conditions de travail où ils se disent, mais en fait... Là, si je pars, j'ai l'impression d'abandonner les gamins, mais d'un autre côté, si je reste, j'ai l'impression de participer à un système qui, en fait, les traumatise, quoi, et qui est d'une grande violence. Et c'est hyper dur, je trouve, de trancher et de se dire, mais, en fait, c'est ma passion, mais est-ce que je reste, est-ce que je pars, est-ce que je laisse tomber les autres et tout. Et je crois qu'il n'y a pas vraiment de bonne réponse. On est un peu obligé de faire chacun son âme et conscience, quoi.
Ouais, complètement, ouais. Oui, je pense qu'il n'y a pas une bonne solution. Moi, je suis resté 8 ans à l'hosto. Pendant 3 ans, j'ai essayé de faire un peu autre chose, des soins d'une autre façon. Je me dis, j'ai poussé autant que je pouvais, donc j'ai fait ma part. J'ai pas réussi à aller plus loin, j'ai passé la main, et il y a d'autres gens qui ont pris le relais. Malheureusement, il n'y a plus assez de gens, très clairement, pour faire ce métier aujourd'hui. Mais on va pas en plus rejeter la faute sur les gens qui continuent à le faire ou sur les gens qui ont arrêté de le faire. Il faut rejeter la faute sur les gens qui dictent les conditions d'exercice de ces professions-là, quoi. Ouais, et ça, je trouve que c'est très fort à dire, c'est qu'on a souvent l'impression dans ce genre de truc que ça s'est dégradé par la force des choses, comme une espèce d'érosion naturelle des systèmes. Non, c'est des choix politiques. C'est des décisions politiques. C'est ça, c'est des gens qui ont été élus, des gens parlaient d'Olivier Véran dans le chat, qui ont été ministres à des moments donnés, qui ont défendu une ligne politique, et cette ligne politique, aujourd'hui, je pense qu'il faut les en tenir responsables et se rappeler qui a fait ces casses-là, là, a fortiori, la droite pendant ces années de pouvoir, et se dire, voilà, si quand vous votez pour ces gens, vous votez aussi pour le bilan politique de leur courant idéologique, qui est dégradation des systèmes de santé, des systèmes d'éducation, des services publics en général, et la situation actuelle qui est que des gens comme toi finissent par se dire que c'est plus faisable de faire leur boulot, quoi. Ce qui est triste, quoi, ce qui est vraiment triste. Donc il y a un commentaire qui dit... C'est horrible qu'on pense qu'en termes de performance en nombre d'actes et non en qualité, la qualité, ça devrait être un critère de performance aussi. Et puis l'humain aussi, c'est comme la fonction publique territoriale. Ça a été pendant un temps pour certains une possibilité d'avoir un boulot avec des handicaps compliqués, par exemple, et on n'était pas sur la surperformance. Maintenant, c'est plus possible. Je pense que ça raconte bien des... Ouais, clairement, ouais. J'ai vu passer un message aussi dans le chat tout à l'heure qui disait que sa maman était partie de l'hôpital quand on avait commencé à lui parler de clients et plus de patients. Mais c'est vraiment ça, ouais. C'est vraiment ça. Et du coup, après, donc toi, tu fais une transition quand même en essayant. Finalement, est-ce que c'est pas aussi pour ça que tu es parti peut-être parler santé plutôt que musique? Il y avait aussi peut-être ce côté maintenir quelque chose, continuer un peu à garder une flamme, en tout cas pour une cause qui te semblait importante. Oui, il y avait ce truc qui est la raison pour laquelle j'ai aimé travailler à l'hosto, même si j'ai dit tout à l'heure, je peux pas parler de vocation parce que je me suis retrouvé là-bas par hasard, mais en tout cas, ce qui m'a fait rester et ce qui m'a plu là-bas, c'était cette sensation d'être utile et d'apporter quelque chose aux gens. Alors à l'époque, c'était vraiment très concrètement et très directement. Mais oui, effectivement, même si je trouve que faire de l'humour et faire marrer les gens en ce moment, c'est très utile. Parce qu'on en a toutes et tous besoin. Mais en tout cas, moi, à mon niveau, je me suis dit, bah oui, là, effectivement, si je peux me remettre à parler de santé, redonner... C'est pas tant des conseils, parce que j'estime pas que je donne des conseils, j'estime que je donne des infos. Et après, les gens s'en servent pour prendre les décisions qu'ils veulent concernant leur santé, parce que c'est leur santé. Mais en tout cas, je me suis dit, si je peux me remettre un peu à faire ça, et me ressentir un peu plus utile que ce que je faisais quand j'étais quand j'étais journaliste, et très bien. Et c'est vrai que c'est vite revenu. Et je crois que ce qui m'a le plus marqué au début, quand j'ai commencé à faire mes vidéos, je m'y attendais pas du tout. C'était les gens qui m'envoyaient des messages pour me remercier d'avoir parlé de telle ou telle pathologie. Je me rappelle, ma toute première vidéo, c'était sur les colostomies, donc les anus artificiels, entre guillemets. Et j'étais pas serein, vraiment, parce que je me disais, il y avait ce truc-là aussi quand même de... Moi, l'objectif, c'était de faire passer des messages de santé, mais de le faire en rigolant, de le faire avec humour, parce que c'est ce que je faisais à l'hosto, hein, vraiment, j'ai essayé de dédramatiser en faisant des vannes, machin, etc. Sauf que, publiquement, dans l'idée du grand public, on rigole pas avec la santé. Et il y a vraiment plein de gens qui m'ont dit avant, oh, fais gaffe, tu vas faire des vannes, les gens vont être vexés, machin, etc. Et moi, mon truc, c'était... Je vais jamais faire des blagues sur les gens qui sont malades. Je vais faire des blagues sur les maladies, sur la façon dont ça fonctionne, je vais faire des analogies qui vont être marrantes, etc. Mais je vais jamais me moquer des gens qui sont malades, évidemment. Mais n'empêche, j'étais pas rassuré. Et sur ma première vidéo sur l'anus artificiel, c'était même pas un com, c'est un mec que j'ai croisé, IRL, qui avait une colostomie et qui m'a dit, franchement, merci. Parce que cette vidéo-là, je l'envoie aux gens qui me demandent « Mais c'est quoi que t'as exactement, machin, etc. »
Et du coup, ils comprennent. Et en plus, il y a des blagues, c'est expliqué avec légèreté, avec humour, etc. Donc ça enlève cette espèce de chape de plomb qu'il y a sur les sujets tabous comme celui-là. Donc vraiment, ça c'est le truc auquel je m'attendais pas au début. Et qui m'a fait me dire ah ok ouais c'était peut-être une bonne idée effectivement de refaire de la santé. Ouais, puis je pense que ça a dû faire du bien à plein de gens, le côté, enfin on parle de pathologies qui sont renvoyées à quelque chose de socialement honteux, sans aucune raison, alors que les gens ils ont une espèce de double peine, à la fois de la pathologie et de la peur du jugement social, donc qui fait qu'ils vont pas en parler, qu'ils vont le cacher, et que ça doit peser lourd au quotidien, donc je pense que c'est hyper salutaire ce genre de vidéo. En regardant les coms dans pas mal de tes vidéos, j'avais l'impression que c'est beaucoup merci d'en parler, ça fait plaisir et tout. Et t'as ce ressenti d'utilité, quoi. Tu sais, je trouve souvent quand on crée, on n'a pas ce truc-là de se dire, mais en fait, je fais du bien aux gens. Toi, est-ce que tu le ressens? Parce que je crois que ça fait beaucoup de bien à beaucoup de gens quand même. Bah, je le ressens. Encore une fois, je le ressens parce que j'ai des témoignages comme ça de direct ou par com ou par message. Mais je sais que, plusieurs fois, j'ai croisé des gens dans la rue qui m'ont foutu la chiale parce qu'ils me remerciaient. Je me rappelle d'un gars qui s'arrête dans la rue un jour en vélo et qui vient me voir et qui me dit mec, tu m'as sauvé la vie. En gros, j'avais fait une vidéo sur le cancer des testicules mais il y a longtemps, tu vois, et il est tombé dessus par hasard. Il s'est palpé les roubignoles, il a senti un truc chelou, il est allé chez son médecin lui a dit « Ah ouais, il y a un truc », ils ont regardé, effectivement, c'était un début de cancer. Son médecin lui a dit « Vous vous y preniez ne serait-ce que 3-4 mois plus tard, c'était la merde, quoi. » Et le mec me dit ça dans la rue, je revenais de me faire les courses avec mon panier, tu vois, à provisions. Je m'attendais à tout sauf à ça. Et quand tu sais comment l'environnement, c'est pas à toi que je vais apprendre ça, comment l'environnement de la création vidéo parfois peut être violent quand t'es juste de l'autre côté de l'écran et que tu vois juste les commentaires, machin, etc. Ce genre de petite incursion de trucs ultra positifs dans ta vraie vie de tous les jours, ça fait vraiment du bien et ça te regonfle et ça te rebooste pour repartir pour des semaines et des semaines. Ah ouais, ça doit être magique comme moment. Mais, du coup, justement, tu parles aussi du côté un peu toxique. Je pense que dans la création, on a la toxicité des gens, mais on a aussi peut-être aussi la toxicité qu'on peut avoir envers soi-même. Le truc surtout quand on est sur des sujets complexes, et la santé, c'en est un, où on se dit, est-ce que j'en sais assez? Est-ce que je connais vraiment bien mon sujet? Moi, je sortais d'une thèse, j'osais pas parler de sujets sur lesquels j'avais travaillé et tout, parce que j'étais en mode, ah mon Dieu, il y a des gens tellement plus spécialistes que moi, je vais dire une bêtise et tout. Est-ce que tu avais cette espèce de syndrome de l'imposteur au début dans tes créations, en disant, putain, est-ce que je vais être à la hauteur? Alors que, voilà, il y a le grand chirurgien bidule qui doit savoir plus que ce que je sais moi ou quoi? Eh ben, en vrai, pas vraiment. Pas par vantardise, hein, mais juste parce que moi j'ai toujours estimé que je faisais de l'entrée de gamme, enfin tu vois, premier niveau de vulga, c'est-à-dire je rentre pas dans les trucs hyper pointus, etc. Pour moi c'est vraiment encore une fois ce que je faisais à l'hosto, c'est-à-dire je te donne les infos dont tu as besoin pour prendre les décisions, enfin pour comprendre, et éventuellement pour prendre les décisions pour ta propre santé. Donc déjà, c'était complètement mon job depuis le début. Donc je suis pas un escroc sur rien du tout. Je me prétends pas être quelqu'un que je suis pas. Et c'est pour ça que je refuse qu'on me catalogue comme vulgarisateur médecine. Je suis vulgarisateur santé. Parce que la santé, c'est mon métier. J'ai un diplôme pour ça. La médecine, c'est pas mon métier. Je suis pas médecin. Donc j'ai pas eu de syndrome de l'imposteur parce que j'ai estimé que ce que je faisais, c'était vraiment mon métier depuis le début. Alors oui, il y a des gens qui sont beaucoup plus pointus. En plus, j'aborde tous les sujets. Donc évidemment, sur chaque sujet que j'aborde, il y a forcément quelqu'un qui est 1000 fois plus... Il y a plein de gens qui sont plus pointus que moi, mais il y a forcément quelqu'un qui est spécialiste de ce truc-là. Moi, je suis touche à tout. D'aucuns diraient bon à rien, tu vois, mais évidemment qu'il y a plein de gens qui sont beaucoup plus pointus que moi. Mais c'est moi ma valeur ajoutée, mon talent, peut-être même par rapport à ces gens-là qui sont plus pointus que moi, c'est que je fais la synthèse de toutes les connaissances qu'il y a sur un sujet,
je sélectionne celles qui, à mon avis, sont nécessaires pour que le plus grand nombre comprenne ce dont je veux parler. C'est de la vulga, voilà. Donc moi, c'est mon métier. J'ai ajouté le truc vulgarisation et du coup, j'ai pas de scrupules. Ouais, ça, moi, je trouve ça cool, hein, parce que je trouve que c'est dur, en fait, de se l'enlever, mais au bout d'un moment, enfin, ce que tu dis, c'est très juste, c'est aussi un principe du journalisme. Si tu veux traiter beaucoup de sujets, tu peux pas être spécialiste de tout, faut l'accepter. Faut accepter qu'il y a une marge d'erreur. Et souvent, moi, ce que je dis aux gens, c'est finalement, la marge d'erreur, elle vient aussi beaucoup de la bonne foi de la personne, c'est-à-dire le fait de chercher des sources, de donner des sources, d'essayer de faire le travail le plus précis possible. Ça n'exclut pas la possibilité de se tromper. Simplement, vous savez que s'il y a erreur, elle sera involontaire et que la méthodologie sera là et que vous aurez en tout cas le moyen de vérifier les informations qu'on vous donne. Et je trouve que c'est peut-être là on peut faire la différence avec peut-être d'autres personnes en ligne, on en parlera sûrement plus tard, qui sur la santé vont venir dire un peu tout et n'importe quoi, comme sur mes sujets aussi. Et je trouve que c'est ce qui est intéressant, c'est que dans ton travail, c'est qu'on sent aussi ta méthodologie, que t'es quelque chose que tu essayes de... Enfin, j'ai l'impression que c'est quelque chose que tu essayes de mettre en avant. Ouais, complètement, ouais. En fait, la difficulté pour moi à ce niveau-là, c'est le ton se veut hyper... Enfin, le propos se veut hyper accessible, le fond se veut hyper accessible, la forme se veut hyper légère, y a des blagues, on rigole, on parle avec des mots de tous les jours, etc. Mais tout ça, ça peut donner une impression de pas sérieux, sauf que pour pouvoir se permettre de faire ça, faut avoir charbonné en amont. C'est ce que je dis à chaque fois quand on me dit combien de temps tu mets à faire une vidéo. Bah, à faire une vidéo, je mets 1 heure à la tourner, on met peut-être une demi-journée à la monter, mais par contre, c'est des jours de recherche avant, quoi. Donc, ce que tu vois, c'est le résultat d'heures de recherche pour avoir le maximum d'infos et d'encore plus d'heures pour virer la grosse majorité de ces infos qui sont pas absolument nécessaires à la compréhension du truc. Donc, la difficulté, c'est ça, c'est de jongler entre ouais, j'ai pas l'air sérieux parce que je me prends pas au sérieux, parce que j'emploie pas des mots compliqués, justement, je fais l'effort de pas en employer. Mais en même temps, faites-moi confiance, j'ai bossé en amont pour que cette apparence de pas sérieux, ce soit en vrai du très très sérieux. J'adore ce que tu dis, parce que moi, c'est un truc que je vis beaucoup dans mes contenus de vulgarisation aussi, ce côté, tu passes des heures à te renseigner sur le sujet et des heures à trier pour arriver à... Moi, des fois, je fais des vidéos de 2 minutes sur des sujets hyper galères en essayant que ce soit le plus clair possible. Et pour ces 2 minutes-là, ça m'est arrivé de passer plus d'une semaine de taf à prendre des trucs, à enlever, à récupérer, à chercher la meilleure manière de tourner l'info pour qu'à la fois, il y ait le plus d'exhaustivité sur la compréhension d'un problème. Et en même temps, bah oui, il faut forcément cibler tel ou tel truc. Et c'est vrai que comme tu dis, quoi, plus tu synthétises, plus tu fais simple, plus tu essayes d'avoir cet effet de simplicité, quoi, qui est un effet. Ça veut dire plus tu maîtrises ce que tu fais. Et généralement, au contraire, quand tu es en surcompliquant, quand tu en mets des caisses et des caisses, c'est parfois que tu n'es pas sur à l'aise avec ton contenu, quoi. C'est ça. Moi, je pourrais gagner vachement de temps. Des fois, en me renseignant sur un sujet, systématiquement, je tombe toujours sur la même phrase, tu vois, qui est un peu la phrase toute faite, qui est censée t'expliquer un truc, sauf qu'en vrai, quand tu lis cette phrase, tu te rends compte qu'elle explique rien du tout. Elle élude la question plus qu'elle y répond. Moi, ça m'est arrivé de passer des après-midi entières sur cette putain de phrase pour dire, bah, ouais, mais à chaque fois que je me renseigne sur ce sujet, au bout du compte, j'en arrive à cette phrase, comment je peux faire pour l'expliciter et pour donner et avec des mots compréhensibles, et pas juste me contenter de bah c'est comme ça parce que c'est comme ça, tu vois. Et ça c'est hyper dur à faire. Et comme tu disais, en plus, le truc c'est que plus ça va, plus sur YouTube c'est des vidéos longues, et plus partout ailleurs, c'est-à-dire là où ça se passe quand même de plus en plus, c'est des vidéos de plus en plus courtes. Et c'est tellement plus dur de faire un reel de 1 minute 30 que sur un sujet hyper complexe que de faire une vidéo de 15 minutes sur YouTube, quoi. C'est un boulot de ma boule de réussir à résumer en 1 minute 30 un sujet qui peut être super complexe. D'où, en tout cas, moi, je sais que ce qui m'aide vachement, c'est ma formation de journaliste. Parce que sortir des angles, être super pointu là-dessus, etc., c'est ce qui te sauve, en fait. Ah, moi, quand je suis arrivé là-dedans, en venant de la recherche, j'étais, mon Dieu, 1 minute, je peux même pas dire le début de ce que je suis censé dire.
Et en même temps, si on le fait pas, bah, ça veut dire qu'on laisse la place à tout et n'importe quoi. Et donc, il faut apprendre. Et c'est vraiment quelque chose sur lequel, moi, je pense que ce soit, en fait, dans tous les métiers, que ce soit dans le soin, la recherche et tout, ça serait hyper intéressant qu'il y ait des vraies formations qui soient faites correctement aux personnes en leur disant, mais voilà, je sais qu'il y avait, je crois que c'était Zazem, qui est une créatrice de contenu sur Instagram, qui avait fait ça dans un hôpital, à expliquer aux gens, voilà, comment se filmer, comment faire des petites vidéos pour parler de leur travail. Et je trouve que c'est dans un sens assez militant et ça permet aussi de faire passer une parole et tout, plutôt intéressante et de décloisonner aussi les savoirs, quoi. Ouais, carrément, ouais. Bah, c'est un truc c'est de la médiation, enfin, en tout cas, dans ma branche, c'est un boulot de médiateur scientifique, quoi, aussi, apprendre aux gens à vulgariser, tu vois. Moi, j'avais fait ça, mais pour des journalistes. L'école supérieure de journalisme de Lille m'avait demandé de venir faire 2 jours de cours sur apprendre à faire une petite vidéo de vulga scientifique. Donc c'était très chouette, c'était pour des journalistes, donc ça allait plus être amené à être leur métier de fait, mais c'est vrai que ce serait très cool de réussir à faire ça pour des gens qui bossent dans la santé, des gens qui bossent dans l'éducation, dans la recherche, comme tu disais, effectivement. La vulga, c'est quand même un truc ultra important et c'est pas un truc qui est inné, quoi. Ouais, carrément. Et une particularité de ta chaîne que j'ai remarqué en scrollant un peu tes contenus, c'est que la plupart des créateurs et créatrices sur Internet sont d'un genre assez discret quand il s'agit de parler d'engagement sur des causes politiques. Toi, ça n'est pas du tout ton cas. Tu as souvent pris la parole sur des sujets compliqués. J'ai notamment remarqué que tu avais participé avec Amnesty France au programme Voir pour comprendre, où tu as pu parler, par exemple, des discriminations vers les personnes LGBT+, et des inégalités liées au droit à la santé. Du coup, pourquoi toi, tu fais le choix de cet engagement et est-ce qu'au moment où tu l'as fait, tu n'as pas eu peur qu'avec ces vidéos-là, d'avoir, je sais pas, d'un backlash, des gens qui s'en vont, ou d'être accusé peut-être juste de sortir du rôle qui était le tien, côté divertissement, tout ça? Alors, si, bien sûr que j'ai eu peur de ça, et ma peur c'est avéré, parce que effectivement il y a plein de gens qui sont venus me dire, à chaque fois que je prends position sur quoi que ce soit, il y a des gens qui viennent me dire t'es gentil, avec ce petit truc condescendant, tu vois, de limite la petite tape derrière la tête. T'es gentil, on t'aime bien, mais continue à parler de santé, le reste tu maîtrises pas, ou le reste c'est pas ton rôle, laisse parler les grands, tu vois. Donc et puis et aussi le truc, je me rappelle d'une campagne je crois que c'était Aide, c'était une campagne contre l'homophobie, où ils envoyaient un petit kit presse, c'était un pansement arc-en-ciel. Fallait faire une photo avec le pansement arc-en-ciel et mettre une petite légende et mentionner Aide et mettre stop l'homophobie, machin et tout. J'avais participé à cette campagne-là. J'ai encore les screens. C'était, mais odieux, à quel point je me suis fait déglinguer. Alors, je m'en suis remis, et moi c'était une fois versus les personnes concernées pour qui c'est tous les jours, donc j'ai pris ma part. C'est pas bien méchant, mais du coup oui, évidemment, j'y repense à chaque fois que je prends position, ou à chaque fois que je glisse. J'ai fait une vidéo sur les seins il y a pas longtemps. Et là, je l'ai pas vu venir parce que j'avais pas l'impression d'avoir glissé des trucs. Ouais, là, j'arrive pas à anticiper. Vas-y, balance, on va voir. Et bah, j'en sais rien, je sais pas, mais il y a eu plein de gens qui me mettaient c'est chiant dès que tu commences à dire des trucs politiques dans ton discours. J'ai vraiment juste parlé des seins. C'était X trucs à savoir sur les seins. J'ai pas compris où ils ont été. Alors peut-être que je m'en rends même plus compte, mais j'ai pas compris où ils allaient trouver des messages politiques. Ça me fait penser à ce que Manon Bril, qui est venue la dernière fois, elle nous disait que on lui disait qu'elle faisait des vidéos politiques et d'arrêter de parler de politique quand elle faisait par exemple une vidéo sur le marathon et les femmes qui courent le marathon. Il n'y a rien de politique, je parle juste des femmes qui courent le marathon, et on dit arrête avec ce féminisme, c'est insupportable, etc. Et en fait, j'ai l'impression qu'on est dans un débat politique tellement polarisé qu'il y a une partie des personnes qui sont peut-être à l'extrême droite et tout, qui sont complètement dans leur combat contre le wokisme, et donc dans la défense de valeurs LGBT-phobes, sexistes, etc. Rien que le fait de parler des femmes ou de personnes avec des seins ou quoi que ce soit, c'est ah mon Dieu, des seins, et c'est plus possible, quoi.
Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, et puis c'est des gens qui sont un peu, enfin, tu vois, c'est limite pavlovien, quoi. C'est, comme tu dis, quoi. Sain égale femme, femme égale danger. Elles vont nous, elles aussi, elles vont nous grand remplacer. Tu vois, enfin, c'est des espèces de gens qui sont hyper insécures sur leur base, et dès qu'il y a un truc, bim, ils dégainent, ils dégoupillent. Ouais, c'est trop bizarre. Et pour finir de répondre à ta question initiale, pourquoi je le fais quand même si je sais que je vais me faire déglinguer à chaque fois, pour deux raisons. D'abord parce que je pense que alors avec toute la modestie que m'impose le nombre de personnes qui me suivent, mais en tant que personnalité, avec une voix qui porte, voilà, de manière modérée, mais qui porte quand même pour un certain nombre de gens, je trouve vraiment que c'est notre devoir de prendre position sur des sujets de société comme ça. Moi, je parle pas tant de politique que de sujets de société, en fait. Pour moi, c'est ça. Et ensuite, parce que moi, contrairement à ce que me disent les bas de plafond là, dès que je prends position, moi, j'estime que c'est mon job. Quand je fais de la vulga santé, pour moi, dire que le fait de par exemple d'exclure toutes les personnes LGBT, les personnes trans, etc. Si ces personnes-là sont exclues, elles sont y compris exclues du système de soins, et on sait que ces gens-là sont aussi moins bien soignés que le reste de la population. Donc c'est mon job aussi en tant que vulgarisateur santé de dire attention, là il y a un problème de santé pour telle communauté. Et il y a un truc dont on parle très très peu. Alors la santé mentale, on en parle maintenant, mais ça fait pas si longtemps. Hein. Vraiment, avant le Covid, santé mentale, c'était une vague notion. Maintenant, tout le monde en parle. La santé physique, ça, on connaît. La santé sexuelle, voilà, on connaît aussi. Mais il y a un truc dont personne parle jamais, c'est la santé sociale. Et c'est un vrai truc. Et c'est moi, je me rappelle très bien, quand j'ai commencé mes études d'infirmier, on m'a dit, l'être humain, c'est un être bio-psychosocial. Bio, le corps, psycho, le psychisme, la santé mentale, sociale, ta place dans la société. Si t'as un de ces trois piliers qui dysfonctionne, tu peux pas être en bonne santé. Donc si socialement, t'es pas en bonne santé, tu peux pas être en bonne santé tout court. Donc évidemment, prendre position sur des sujets de société, des sujets politiques, c'est aussi prendre position sur des sujets de santé. Ouais, c'est quand même assez intéressant parce que tu vois, tu disais, ouais, je parle aussi de sujets de société, mais comme tu dis, comme on est sociaux et que finalement tout ce qui touche à la société, ça touche à des décisions politiques, parce que la politique, on a l'impression que c'est forcément quelque chose de partisan où on devrait se rattacher à tel parti, tel mouvement, etc. et tout. Mais t'as fait des vidéos, par exemple, t'as fait un sujet contre les inégalités de genre dans la prise en charge médicale. T'as dans une vidéo qui s'appelle La médecine est-elle sexiste, où tu as fait une vidéo récemment qui est hyper intéressante avec APF France Handicap, où tu te déplaces en fauteuil roulant dans Paris avec quelqu'un qui s'appelle Alain Amselem, qui est une personne en situation de handicap et qui fait des parcours en fait dans Paris pour montrer à quel point c'est mission impossible de se déplacer en ville. Et d'ailleurs, les gens, allez voir la vidéo, c'est pépite et c'est hyper à la fois... C'est très réussi parce qu'à la fois ça dénonce quelque chose. Moi, mon grand-père était en fauteuil roulant, donc je me suis beaucoup déplacé en ville avec lui, donc j'ai pu voir vraiment à quel point c'est hyper dur de se déplacer en ville en fauteuil. Mais les gens qui n'ont pas de contact, soit avec une personne en fauteuil, soit qui ne le sont pas elles-mêmes, se rendent pas compte à quel point c'est chaud. Et du coup, je trouve que ça permet à la fois de comprendre ça, et en même temps, c'est un vrai contenu divertissement. Ça, c'est ça que j'ai trouvé trop fort, c'est que on est intéressé, le contact passe trop bien entre toi et Alain, et à chaque fois qu'il se passe quelque chose, on pourrait le dire que monter dans un bus quand t'as un fauteuil, c'est une galère, mais le voir et vivre la scène avec vous, c'est pas du tout la même dynamique et tout. Et du coup, pour moi, c'est des sujets qui sont quand même... en fait, qui sont fondamentalement politiques. C'est une autre forme de politique, mais c'est de la politique quand même. Oui, j'ai pas dit que je refusais le terme politique dans mes prises de position. Je dis... Je le revendique pas à l'oral. Je dis, je prends position sur des sujets de société, mais justement, c'est parce que le terme politique a tort, mais ça fait peur aux gens, ça fait fuir les gens. Donc moi, je dis, je prends position sur des sujets de société. C'est complètement ma partie parce que, encore une fois, la santé sociale, c'est un des piliers de la santé tout court. Mais oui, évidemment que tout est politique. Le sport, c'est politique. Le sexe, c'est politique. Tout est politique, ça c'est sûr.
Ouais, et dans les sujets dont tu parles, finalement, j'ai l'impression que quand on te reproche de politiser ton propos, c'est pas tellement en fait que tu dis quelque chose de politique, parce que comme tu le dis, tout est politique fondamentalement, c'est plutôt que ça s'écarte d'une norme dominante qui est forte, qui est installée dans la pensée, et que à partir du moment où cette norme est remise en question, par exemple la norme valide ou validiste du déplacement en ville, qui est remise en question par, ben voilà ce qui se passe quand on est en situation de handicap et qu'on doit se déplacer avec un fauteuil. Là, d'un coup, ça vient challenger ça, et là, on te dit, ah non, arrête la politique. Mais si tu disais quelque chose d'autre qui va dans le sens de la pensée dominante, là, on te le dirait pas, alors que finalement, ce serait la même chose. Mais oui, bien sûr, évite sur tous les sujets, c'est toujours le même profil de gens, et encore une fois, c'est pas à toi que je vais apprendre ça, mais sur tous les sujets, c'est le même profil de mecs qui viennent gueuler que c'est politique. Oui, c'est comme tu dis, c'est la classe dominante, bourgeoise, avec une grosse paire de burnes dans le slibard, et voilà, c'est qui bouffe du rhum steak, et voilà, c'est ce genre de ma vidéo j'ai fait une vidéo qui s'appelait comment bien manger, enfin comment vraiment bien manger. J'avais interviewé 4 ou 5 chercheurs et chercheuses dans tous les domaines de l'alimentation, l'agroalimentaire, la nutrition, la diététique, machin, etc. Mais je crois que c'est la vidéo la plus documentée que j'ai faite. Et à un moment où je dis que la viande, non, c'est pas bon pour la santé, la viande, on en mange trop, et que à plein d'égards, il faudrait qu'on diminue. Et ben évidemment, j'ai eu ma palanquée de mascu viandard qui est venu me dire dans les coms, ah c'est politique, c'est pas de la santé et tout. Ben non, c'est factuel en fait, c'est vraiment juste factuel. Mais ça pèse quand même un poids. Moi, je trouve, quand on est créateur et créatrice, ces gens-là, même si on sait que c'est une espèce de commu mascu-muscu agressive, très virulente, c'est ceux qui gueulent le plus fort et tout, mais n'empêche qu'on peut pas faire comme si ce poids, il nous atteignait pas. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé de te dire, franchement, ce sujet, je vais pas le faire, ça va pas se passer, les gens vont me tomber dessus, j'ai la flemme, quoi. Franchement, non. J'ai déjà retardé des sujets parce que je voulais être méga bordé, méga inattaquable, ce qui n'empêche pas d'être attaqué, mais au moins tu sais comment te défendre. Je pense à celui sur les transidentités, où là j'avais peur des attaques de tous bords et des personnes concernées qui, à juste titre, aurait pu venir me dire encore un mec hétéro cisgenre qui vient parler de nous au lieu de nous donner la parole, et de genre de transphobe. Bon, évidemment, ça n'a pas loupé, mais beaucoup plus côté transphobe que du côté personne trans. Mais voilà, typiquement ce sujet-là, je l'avais promis et j'ai dû mettre 1 an à le faire parce que je voulais vraiment être bordé de ouf. Mais renoncer à un sujet, franchement non. En plus, je crois que je suis jamais aussi bon que quand je suis en mode commando, et plus on va me dire vas-y, parle pas de ça, tais-toi, plus je vais faire ah ouais, bah bouge pas, tu vas voir. Donc ça, c'est mon côté un peu sale gosse et tête de con. Donc tu me dis pas que j'ai pas le droit de parler de ça, quoi. Mais sur la viande, j'ai un sujet qui traîne depuis un moment que j'ai pas encore sorti. Il sortira un jour, mais pour l'instant, je suis pas tip top prêt dessus. Mais il sortira un jour, c'est sûr. Ah, j'aime bien ce côté. Moi, je suis un peu comparé, tu sais, genre quand on me dit là, faut pas y aller, je suis là, ah bon, ouais. Ah bon. ouais, c'est le côté pas cap. C'est mon côté immature que j'ai gardé de l'enfance, ouais. Ah, mais tant mieux. Moi, je pense que c'est heureusement que justement on se laisse pas. On peut pas dire que ça impacte pas. Je pense que voilà, que t'as quand même l'air d'avoir vécu des vagues de harcèlement. Faut quand même poser le mot à un moment. Ouais. C'est bien que ça empêche pas ta création, quoi. Ouais. Bah les vagues de harcèlement, il y a eu tous les trucs masculins. Là, en vrai, maintenant, c'est un peu dilué, tu vois. J'ai ma petite dose sous n'importe quelle vidéo à peu près, donc ça va. Mais il y a eu le Covid. Pour moi, c'était les anti-vax, machin, etc. Ils étaient tellement vénères. C'était fou, hein. C'était pas en plus forcément la période où t'étais le plus solide sur tes bases pour encaisser des vagues de harcèlement. Mais ouais, les anti-vax pendant le Covid, c'était costaud, hein. Et justement, je trouve que c'est une bonne transition peut-être pour se poser ces questions-là. C'est-à-dire que toi, tu parlais tout à l'heure de la santé comme un objet social, et depuis tout à l'heure, on en parle aussi comme un objet politique, quelque chose qui se construit finalement collectivement.
Et du coup, ça demande un travail pédagogique constant, de vulgarisation, d'explication pour que les gens comprennent ce qui se passe quand on les soigne, qu'ils comprennent leur corps, qu'ils comprennent de quoi on parle quand on parle de soins. Et malheureusement, moi j'ai l'impression que c'est un travail qui n'est pas assez fait. Et justement, au moment du Covid, je trouve que ça n'a jamais été aussi flagrant les manques qu'il y avait autour des connaissances en termes de santé. Et du coup, les thèses complotistes ont explosé, mais en fait, c'est des thèses complotistes qui étaient déjà là, déjà légion sur YouTube, où il y avait déjà des gourous hyper installés qui parlaient de santé. Il y a bien plus, je pense, de gourous chelous que de soignants qui parlent santé sur YouTube. On pourrait parler du célèbre cas de Thierry Casasnova, là, ce naturopathe, aujourd'hui, quand même, je tiens à le rappeler, mis en examen depuis mars 2023 pour abus de confiance, faux usage de faux, exercice illégal de la médecine, exercice illégal de la pharmacie, pratique commerciale trompeuse, abus de biens sociaux, blanchiment et abus de faiblesse. C'est quand même un beau palmarès. Et ça pose question, du coup, à ton avis, comment est-ce qu'on est arrivé à ce que ce genre de gourou prenne une place pareille sur les réseaux? Et comment on peut contrer ça, quoi? Parce que maintenant, ça a l'air quand même gangréné, quoi. C'est très installé. C'est hyper complexe parce que ces gens-là, ils construisent leur discours. Il y a des énormes similitudes entre l'extrême droite et les complotistes. Bon, après, c'est souvent les mêmes, mais pas tout le temps. Mais en tout cas, tu as ce truc de base, c'est bâti sur le fait que eux, ils savent et on essaye de les faire taire. Donc plus ils vont... Casasnovas, plus il va être attaqué, plus... C'était aussi le cas avec Dieudonné pendant un moment. Plus on leur met des procès, plus l'État va essayer de leur mettre des bâtons dans les roues, plus ça les fait grossir, quoi. Plus c'est, vous voyez bien, on essaye de me faire taire, on veut m'empêcher de vous dire la vérité, machin, etc. Donc du coup, comment est-ce que tu veux aller à l'encontre du discours d'un gars qui te dit on essaye de me faire taire, il y a les menteurs qui sont payés par Big Pharma, machin, etc. Même moi, quand je fais des vidéos enfin, tu vois, typiquement sur les vaccins, machin, etc., les gens vont me rechercher une vidéo que j'ai fait il y a 10 ans avec un labo et disent mais vous voyez bien qu'il est payé par les labos, machin, etc. C'est hyper difficile. Je pense que pour moi, le meilleur moyen de s'attaquer à ces gens-là, c'est de pas s'attaquer à ces gens-là, en fait. Si tu rentres dans le clash, si tu rentres dans le question-réponse, dans le react, machin, etc., t'apportes de l'eau à leur putain de moulin, tu leur donnes exactement ce qu'ils veulent, et en plus tu leur donnes de la visibilité. Donc, pour moi, la façon de s'attaquer à ces gens-là, c'est de faire comme s'ils n'existaient pas, en tout cas de pas faire d'attaque ad nominem, et de donner des infos, et surtout de muscler l'esprit critique des gens. Et de leur apprendre, mais ça s'apprend, pour moi, ça devrait s'apprendre dès l'école primaire, tu vois. C'est, ok, on te donne une info, ça, l'éducation n'a pas du tout pris encore la mesure de... les enfants sont exposés à une somme, mais faramineuse d'infos dès le plus jeune âge, quoi. T'as une info, ça doit être quoi ton premier réflexe? Qui dit ça? Qui est cette personne? Pourquoi elle me dit ça? Quel intérêt elle a à me dire ça? Que disent les autres personnes? Est-ce qu'il y a des gens qui se sont penchés sur la question, qui ont étudié? Est-ce que c'est juste c'est une croyance, ou est-ce que c'est un truc qui est un peu étayé par on a fait des experts, enfin tu vois, toute la méthodologie scientifique, etc. Pour moi, ça devrait être enseigné dès l'école primaire, parce que des Casasnovas, c'est une putain de pustule. T'appuies dessus, t'en fais pousser trois à côté, et même si t'arrives à sécher celle-là, des pustules, il en poussera toujours. Moi, je suis pas sûr d'être d'accord, hein, en toute bienveillance, mais moi, j'ai l'impression qu'il y a... Si on les laisse faire, en fait, moi, j'ai vu le truc avec, par exemple, les survivalistes, tu vois, j'ai enquêté 4 ans dans ces milieux-là, et c'est un milieu qui est grosso modo pas attaqué, tu vois, c'est des gens qu'on laisse globalement faire leur truc. Il y a eu une proposition de loi vite fait pour encadrer les stages de survie. Et de ce que j'ai vu, quand on laisse faire les gens, en fait, la croyance se diffuse. Elle se diffuse avec le bénéfice d'une image sociale positive.
qui est celle de finalement on n'est plus des survivalistes, on est des preppers, on est des prévoyants, on est des citoyens prévoyants, des trucs comme ça. On enlève justement tout le stigmate négatif, tout ce qui pourrait porter à effrayer des gens qui voudraient rentrer dans ces milieux-là. Donc les gens arrivent justement, les gens que je rencontrais dans le survivalisme, c'était très frappant, c'était des gens qui n'étaient finalement pas de la complosphère ou de la fachosphère, c'était des gens très ordinaires, qui avaient une petite inquiétude, un petit parcours de vie, d'un coup, bam, ça basculait, ils avaient un petit événement de biographie, quelque chose qui leur faisait peur, ils commençaient à s'intéresser au survivalisme, et là c'était le doigt dans l'engrenage, ils finissaient à aller soutenir du Soral, à s'acheter des fusils, et dans les cas les plus graves, ça finissait avec des affaires comme Frédéric Limol, qui te bute 3 personnes, 3 gendarmes au fusil à longue distance, ou l'affaire Valentin Marconne qui a tué 2 personnes. Et je me disais, mais moi j'étais, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oui, mais en fait, si on n'en parle pas, malheureusement, le phénomène ne s'indique pas. Et je suis d'accord avec toi qu'il peut y avoir une réactance forte à dénoncer, à mettre au pilori ce genre de personnes. Mais d'un autre côté, par exemple, le cas de Dieudonné, si on l'avait laissé 100% faire, moi je pense qu'à la fin on finissait avec du négationnisme encore plus sur les réseaux, ça devenait normal. Enfin, on le voit avec par exemple la théorie du grand remplacement, qui n'a pas été peut-être assez dénoncée au bon moment. C'était un truc, moi, au début de mon enquête, c'était le truc des pires complotistes fin fond de la complosphère. Là. C'est un truc de suprémaciste blanc qui a été réactivé par René Binet, un ancien nazi en France, la théorie du grand remplacement, puis relancé par Renaud Camus derrière et tout. Et aujourd'hui, c'est dans des discours de candidats à la présidentielle, on a des débats télévisés sur ça, comme si c'était normal. C'est un truc de suprémaciste blanc qui tue des gens. Et je me dis, je suis d'accord avec toi, en fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de solution qui soit parfaite, mais je crois que ne pas en parler non plus, c'est pas forcément efficace, tu vois. Alors, je pondère ce que je disais, je disais pas qu'il faut pas en parler. Moi, ce que je disais, c'est, en ce qui me concerne, moi, j'estime que je suis pas efficace si je vais aller contrer ces gens-là. Mais c'est très bien qu'il y ait d'autres gens qui le fassent. Moi, je crois vachement j'allais dire à la théorie, c'est une théorie qui n'existe pas, c'est vraiment juste moi dans ma tête. Lance-toi. Non, mais c'est ça, c'est le millefeuille militant, ou l'oignon militant, c'est comme on veut. En tout cas, c'est le truc ou le rasoir, je pars en vrille. Ou le rasoir l'oignon militant, ouais, c'est bien. Ou le rasoir multilame militant, c'est-à-dire, il faut des gens qui gueulent. Il faut des féminazis, il faut des gauchistes hystériques, machin, etc. Il faut des gens qui gueulent, il faut des gens qui mettent des gros coups de pied au cul et des gros pains dans la gueule, il en faut. Il faut des gens qui expliquent aussi plus calmement. Il faut des gens peut-être qui discutent avec l'ennemi, entre guillemets. Pour moi, plus le militantisme est polymorphe, plus il a de chances d'être efficace et de toucher le plus grand nombre de gens possible. Donc moi là, ce que je disais, c'était, moi j'estime que là où je peux être moi le plus efficace, c'est pas en allant m'attaquer à ces gens-là directement et de façon ad nominem. Maintenant, évidemment, il faut qu'il y ait des gens, qui condamnent publiquement ces gens-là et qui disent ce que cette personne dit, c'est faux, machin, etc. Il faut que les pouvoirs publics fassent leur taf et disent attention, là vous dépassez du cadre de la loi, donc évidemment on vous attaque et machin, etc. Je disais juste que moi c'est pas, j'estime que c'est pas une histoire de rôle, mais c'est pas là où je me vois le plus efficace. Ah, j'aime beaucoup cette idée, je trouve que c'est très juste et je pense que c'est là où on est le plus efficace carrément. Je pense qu'on peut pas tous occuper le même parti du spectre, on peut pas tous faire les mêmes choses. Et par contre, si on se considère, j'aime bien cette idée d'un mouvement polymorphe qui est finalement un peu partout et qui arrive à être beaucoup plus efficace. Je trouve que c'est très intéressant. Et du coup, pour continuer sur la question du complotisme, moi, une question que je me posais, c'est qu'au-delà des personnalités comme Thierry Cadasnova, tout ça, où c'est vrai que quand on les attaque, forcément, ça crée ce profil messianique de « Ah mon Dieu, on s'en prend à moi, donc finalement, c'est que j'ai raison, patati patata ». Il y a aussi la question de la pratique pure. C'est-à-dire que Cadasnova, c'est quelqu'un qui se revendique de la naturopathie. Il y a toute une dérive de méthodes de soins qui n'ont pas de fondement théorique ou de reconnaissance scientifique et qui sont au final quand même très répandues dans la société. Moi, j'ai eu des problèmes de dos après un accident et tout, et j'ai des médecins généralistes qui m'ont envoyé chez des naturopathes, chez des acupuncteurs. Moi, je suis allé chez l'acupuncteur parce que j'avais mal au dos, c'est ma généraliste qui m'avait dit d'y aller. J'avais jamais essayé, donc je suis allé voir et tout. Je suis tombé sur un magicien. C'était un magicien. Le mec, il me plantait des aiguilles, il faisait des trucs avec les mains comme ça. À un moment, comme ça, il s'arrête, il se met au-dessus de moi, il faisait des trucs avec les mains, il faisait comme ça, il murmurait des choses. Il me fait
Je vous ai remis 3 vertèbres là. Ah, putain. Waouh, incroyable. Bon, autant vous dire que j'avais toujours aussi mal au dos à la fin, hein, tu vois. Ouais. Mais c'est quelqu'un qui venait d'un parcours scientifique qui m'avait envoyé là-bas, mais la pratique du type, elle s'inscrivait quand même à une proposition, dans une proposition qui avait fait l'objet, voilà, je pense à peu près d'aucune étude scientifique ou clinique pour démontrer sa modalité d'action. Et c'est le cas généralement de ces médecines-là, quoi. Il n'y a pas justement, il n'y a pas d'études scientifiques ou cliniques. On démontre pas que ça fonctionne. On démontre pas les effets, l'efficacité, et on n'étudie pas non plus la dangerosité. Parce que ça sert aussi à ça, les études, hein, à démontrer la non-dangerosité ou la dangerosité d'une pratique. Et Bah, du c'est, coup, ouais, qu'est-ce qu'on fait de ces pratiques-là, quoi? Ouais. Oui, quand on étudie, que ce soit une pratique ou un médicament, par exemple, c'est les deux trucs qu'on étudie, c'est efficacité, innocuité. C'est-à-dire, est-ce que ça fait du bien? Est-ce que ça marche? Et est-ce que ça fait pas de mal? En gros, est-ce que ça n'a pas des effets secondaires? Et c'est là ce qu'on appelle la balance bénéfice-risque. C'est-à-dire que si ça fait plus de bien que de mal, c'est bon. Si c'est l'inverse, c'est pas bon. Mais qu'est-ce qu'on fait de ces trucs-là? Moi, j'ai pas un jugement fixé sur toutes les médecines parallèles ou les médecines alternatives, machin, etc. Il y en a, pour moi, ça dégage, c'est sûr. Il y en a... En fait, là encore, pour moi, il faut avoir une boussole plus... En tout cas, moi, c'est comme ça que je fais. Tu vois, typiquement, moi, je vais parfois chez l'ostéopathe. L'ostéopathie, c'est un truc qui est très très... Voilà, c'est soumis à tout un tas de réserves de la part de plein de gens. À des ostéos, j'en ai vu plusieurs. J'ai vu un gars qui ressemblait un peu à ton mage acupuncteur, là, c'est-à-dire qui venait se mettre au-dessus de moi, passer les mains au-dessus de mon ventre, à me masser les intestins, machin, etc. À me dire, ah, vous vous réveillez la nuit vers 5 heures, ah oui, ça doit être les poumons, ça, et tout. Je fais, wow, qu'est-ce que tu racontes? Et puis je suis tombé sur des mecs qui étaient, ou des meufs d'ailleurs, en l'occurrence c'était une femme, qui était une kiné, qui s'était aussi formée à l'ostéopathie, et qui, par des méthodes de manipulation un peu différentes du truc traditionnel, oui, pour le coup, en tout cas, j'avais l'impression que ça me faisait du bien. Impression validée scientifiquement ou pas, en tout cas, au moins, c'était quelqu'un qui avait une base de formation traditionnelle et qui faisait pas n'importe quoi. Après, t'as l'effet placebo, hein. Là où ça a commencé à me déranger, c'est si tu fais un truc qui est placebo. L'effet placebo, c'est un vrai effet. C'est pas de la magie pour le coup. C'est un vrai effet. C'est ton esprit qui aide ton corps à guérir alors qu'on t'a donné un truc qui n'y a pas de principe actif. Mais là où ça commence à me gêner, c'est si on dit on te fait un truc qui est un peu placebo, mais du coup met de côté tout le reste qui a été validé. C'est à partir du moment où ça se substitue aux thérapeutiques validées scientifiquement, pour moi c'est non. Et à partir du moment où on te vend ça 500 balles, alors que littéralement ça coûte 1 euro à produire, c'est non. Donc moi j'ai cette espèce de boussole de bah pareil en fait, efficacité, innocuité, telle pratique. Est-ce que c'est efficace? Parce que t'as des trucs un peu empiriques, peut-être ça n'a pas encore été validé scientifiquement, mais tu vois bien que ça a l'air de fonctionner quand même. Tant que ça se substitue pas à la médecine traditionnelle, tant que ça fait pas du mal et tant que ça coûte pas un SMIC à la personne qui veut se tourner là-dedans, c'est moindre mal. Après, les escroqueries avérées, évidemment, c'est du non, quoi. Ouais, moi, ce qui me pose souci là-dedans, c'est dans un sens, tu vois, étant quelqu'un qui vient d'anthropologie, au début de moi de l'anthropologie du religieux, j'ai envie d'avoir un respect de la croyance, tu vois, de me dire, enfin, finalement, je veux pas humilier des gens pour leur croire et dire, ah, vous êtes des débiles ou je sais pas quoi et tout, loin d'être mon intention. Je comprends qu'on puisse s'intéresser à ces choses-là, que ça puisse être rassurant. Moi, je le redis, quand j'avais mal au dos et qu'on m'a dit, ça va marcher, enfin, franchement, il y avait une part de moi qui avait envie que ça marche, hein. Ouais. Aller chez le gars, je me suis dit, putain, ça fait des semaines et des semaines, enfin même plusieurs mois que j'ai des douleurs permanentes et on me dit que ça va peut-être durer toute ma vie et tout. Si le type, en me plantant une aiguille magique, ça résout tout, pourquoi pas? Je comprends en fait qu'on ait envie d'être là-dedans, mais d'un autre côté, justement, moi j'ai un besoin, je crois, d'un discours collectif qui redise clairement, attention, pratique médicale, croyance d'un côté, sachez quand vous êtes dans l'un, sachez quand vous êtes dans l'autre, parce 100%.
j'ai cette peur aussi, tu vois, tu disais, même, à mon sens, même une pratique inoffensive qui a l'air on ne peut plus, ok, et tout, machin, et ça va, et ça a pas l'air de se substituer et tout, mais ça peut aussi simplement engendrer un retard de soins. Tu parlais tout à l'heure de ce monsieur que t'as croisé dans la rue, à qui on a dit, par rapport à un cancer du testicule, à 1 mois près, ben, c'était foutu, quoi. Les gens qui, parce qu'ils vont aller voir un naturopathe ou qui vont aller voir ben, mon acupuncteur magicien là, à la place d'aller voir un médecin généraliste ou un vrai professionnel, vont retarder leur prise en charge. Parfois, ça a des conséquences dramatiques. Et c'est là où des fois, je me dis, qu'est-ce qu'on peut faire? Peut-être qu'il faudrait, par exemple, commencer par interdire le fait de mettre dans les noms quelque chose qui induise une pratique médicale là où il n'y en a pas. Ouais. Ça, c'est compliqué, hein. Mais pour rebondir sur ce que tu disais, je suis 100% d'accord, hein. Moi, quand je parlais de se substituer, pour moi, le retard de soins, ça procède de ce même mécanisme-là. C'est-à-dire que, pour être plus clair sur ce que je veux dire, c'est les médecines dites alternatives. Bon, pour moi, il y en a qui sont clairement achetées. Il y en a avec la fameuse boussole où tu peux te dire, ok, pourquoi pas, mais ça reste un complément. C'est-à-dire que d'abord, t'es allé voir un médecin traditionnel. Avant, t'es allé voir et c'est bon, je vais voir mon médecin, machin. Là-dessus, il y a rien qui marche. Je vais continuer à prendre le traitement qu'il me donne. Et en plus, pourquoi pas, je vais essayer d'aller voir un ostéo. Je vais essayer d'aller voir machin. Moi, pour moi, naturopathie, c'est bullshit 100%. Enfin, je veux dire. Mais si en te mettant de l'amande poivrée derrière l'oreille 3 fois par jour et que ça coûte pas 2000 balles par mois, et ben, en plus de ton traitement anti-inflammatoire, t'as l'impression au moins que tu supportes mieux ta maladie et peut-être que ça t'aide à guérir plus vite, pourquoi pas? Voilà, c'est dans ce sens-là que je veux dire, c'est pourquoi pas en complément, mais jamais à la place et jamais avant la médecine traditionnelle, ça c'est sûr. Ouais, moi, ce serait un peu le même conseil que je donnerais aux gens. C'est déjà aller d'abord voir voilà, tout ce qui est médecine traditionnelle, on va dire. Quand on dit médecine traditionnelle, on a l'impression qu'on parle des médecines chinoises. Ouais, médecine chinoise, ouais. Non. Ouais, non, je veux là, de la, je sais pas comment dire, la médecine, quoi. Ouais, la médecine. Et après, pour le reste, faites ce que vous voulez, mais ne placez les croyances à leur place, quoi. C'est-à-dire, soyez conscient de quand vous êtes sur quelque chose qui est plus de l'ordre de la croyance, du symbolique, du magique et tout, c'est pas grave. Ouais. Mais ayez ça en tête et comprenez bien, voilà, faites le distinguo entre les deux et ne vous laissez pas dire par qui que ce soit de ne pas aller voir de médecin, de ne pas faire d'opération, des choses comme ça, parce que là, ça commence à faire, à faire peur et on commence à avoir des gens qui se soignent pas et voilà. Donc voilà, je trouve que c'est un sujet qui est quand même assez intéressant parce que je le remarque quand même moi-même dans les milieux militants, dans des milieux de gens qui sont quand même assez engagés et tout. Je vois que quand même à gauche et tout, il y a quand même un maintien de certaines croyances autour de ces médecines parallèles, tout ça, et qui conduit, parce qu'on parlait voilà du complotisme tout à l'heure. Enfin, c'est pas pour le plaisir de descendre des gens. Non seulement il y a des problèmes en termes de soins, mais il y a des problèmes derrière. Aussi en termes de basculement, Thierry Casanova, il était aussi sous le coup de la Miviludes, dérive sectaire. Et, des gens qui vont commencer à avoir beaucoup d'emprise sur les personnes qui soignent, soi-disant, et ça part en cacahuète. Mais d'ailleurs, j'apporte un petit bémol à ma propre boussole. Le truc qui est quand même gênant avec ce genre de médecine, soins alternatifs, etc. Parce que rien que le fait d'appeler ça médecine alternative, c'est déjà un problème, parce que c'est pas des médecines. Hein. Exact. C'est des techniques de soins alternatives. Mais rien que le fait d'apporter du crédit à ces trucs-là, c'est quand même donner un pouvoir aux gens qui prétendent te soigner. C'est-à-dire, vu que c'est de la croyance et que ça n'a pas été démontré scientifiquement, etc., quand tu vas voir un médecin, il se base sur la même chose que tous les autres médecins, etc. Alors, il y en a des plus ou moins bons, etc., mais en tout cas, c'est étayé, ça sort pas de leur cerveau. Quand tu commences à donner ta confiance à quelqu'un en disant cette personne, elle a pas fait d'études, elle a pas fait de machin et tout, mais elle sait faire. Elle a une espèce de pouvoir, de truc, machin, etc. Tu t'exposes quand même à potentiellement, ça va peut-être pas arriver, mais tu t'exposes quand même à un truc qui est de l'ordre de prêter le flanc à l'emprise, quoi. Parce que tu te dis, ok, je m'abandonne, ce que tu me racontes, il y a rien qui me dit que c'est vrai à part toi, mais je te fais confiance aveugle. Ça peut amener à des dérives, que ce soit sectaires, d'emprise, etc. C'est quand même un peu le lit de trucs qui peuvent être craignos malgré tout.
Et il y a une question qui est revenue plusieurs fois dans le chat et que je trouve assez juste, c'est la question finalement de est-ce que tout c'est ça, en fait, c'est le développement de ces techniques de soins qui n'en sont pas vraiment, du complotisme qui va avec, etc. Est-ce qu'on peut pas y voir aussi quand même un lien avec l'argent, c'est-à-dire est-ce que finalement la défiance vis-à-vis de la santé, c'est pas aussi lié à la marchandisation de celle-ci? Parce qu'on peut pas faire comme s'il n'y avait pas eu pas mal de scandales, notamment liés à l'industrie pharmaceutique, le fameux Big Pharma qui fait si peur aux complotistes. Il y a quand même des bases qui sont historiques et prouvées et avérées sur des scandales nationaux. Je pense par exemple au scandale du Distilben, un médicament accusé d'avoir provoqué des dizaines de milliers de cas de cancer, de malformation et de stérilité chez des jeunes femmes, et pour lequel la Cour de cassation a tranché et déclaré le laboratoire UCB Pharma responsable d'avoir manqué à son obligation de vigilance en ne tenant pas compte du fait qu'il existait dès les années 50 des doutes et des contre-indications à l'utilisation du Distilben. Et ils ont quand même continué à distribuer le médicament jusqu'aux années 70, c'est quand même très grave, ce qui a conduit des milliers de personnes à soit avoir des très graves problèmes de santé, soit dans les cas plus graves, tout simplement à décéder en raison du médicament. Des scandales comme ça, il y en a plein d'autres. On pourrait aussi parler du Mediator, du fentanyl aux États-Unis. Et à chaque fois, tu vois, il y a quand même des morts, des conséquences terribles, et finalement, ça devient des affaires un peu judiciaires, tentaculaires, où personne n'est condamné à la fin, et où il y a au mieux une grosse amende. Et ça, forcément, ça joue. Enfin, je pense que c'est normal que des gens qui voient ça se disent, mais est-ce que je peux encore faire confiance à un système qui n'est pas régi uniquement par une volonté de bien-être, mais et un respect de la science, mais aussi manifestement par des enjeux de rentabilité. Comment est-ce qu'on peut penser ce paradoxe et reconstruire de la confiance quand on sait que voilà, il y a cette marchandisation qui vient se superposer à la connaissance et à la science. Mais oui, c'est à partir du moment où pendant longtemps la figure du médecin, qui était globalement le symbole de tout le système de soins, quoi, des soignants globalement, mais la figure du médecin, ça a été espèce de personne au-dessus de tout, et notamment au-dessus de tout soupçon, et la personne qui détenait le savoir, à qui on faisait confiance aveuglément, parce que elle savait, et parce que elle agissait forcément pour ton bien. Globalement, on s'est vachement reposé là-dessus, ce qui fait que tout le milieu médical, pharmaceutique, etc., s'est dit, on n'a pas à se justifier, on n'a pas à expliquer aux gens, juste à leur dire, vous faites ce que je vous dis parce que c'est comme ça, ce qui a déjà commencé un peu à donner du grain à moudre aux gens qui faisaient des techniques de soins alternatives, c'est-à-dire, ils vous expliquent pas non plus, donc moi j'ai pas besoin de vous expliquer, faites-moi confiance, moi aussi j'ai mes trucs. Et la deuxième chose, c'est que le jour où on s'est rendu compte qu'ils avaient pas tous le cul si propre que ça, et que il a commencé à y avoir les premiers scandales, et qu'on s'est dit, ah oui, non mais attends, les médecins, on les invite aux Seychelles pour faire un séminaire payé par des labos, puis après, du coup, ils prescrivent plus tel médicament, sans même te parler des scandales dont tu viens de parler, hein, mais dès qu'on a commencé à se rendre compte que derrière tout ça, il y avait un max de thunes, et que finalement, la figure immaculée du médecin, elle n'était pas si immaculée que ça, et que globalement, pareil pour le pharmacien ou la pharmacienne, c'était la personne qui sait, qui va t'aider, machin, etc. Puis après, on a commencé à dire, ah oui, mais bon, des fois, il me vend des trucs, j'entends dire que finalement, ça sert à rien, voire que c'est mauvais pour ma santé, etc. À partir du moment où ils ont trahi la confiance des gens, évidemment, ça a ouvert la voie à... C'est la même chose en politique, hein. À partir du moment où tous les politiques actuels ont piétiné tout un tas de trucs et trahi la confiance des gens, ça a ouvert la porte à des gens qui avaient un autre discours, tu vois. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure que complotisme et extrême droite, c'est les mêmes, c'est un peu les mêmes mécanismes de montée en puissance, quoi. Et il n'y a pas une reconstruction, après on embrayera sur l'extrême droite, parce que je pense qu'il y a des choses intéressantes à dire dessus, mais est-ce qu'il n'y a pas une solution aussi à déjà remettre de l'éthique, et peut-être une exigence en tant que nous, citoyens, à dire, voilà, en fait, il y a aussi peut-être des décisions politiques à prendre autour, par exemple, de l'encadrement de la vente de médicaments, des brevets pharmaceutiques, et de poser cette question-là, au lieu de la mettre de côté. En fait, j'ai l'impression qu'on est un peu prisonnier d'un truc un peu binaire, bizarre, entre d'un côté les complotistes qui disent n'importe quoi, et de l'autre, l'idée que si on n'est pas complotiste, on devrait valider le système actuel dans son fonctionnement, qui est dysfonctionnel.
Et donc, est-ce que finalement, on manque pas peut-être d'une alternative politique claire avec un discours vraiment posé, structuré sur la question du médical, de la santé et tout, qui vient de dire, voilà, regardez, il y a une casse du système médical et du système de santé, ça on l'entend parfois, mais par exemple sur la question pharmaceutique, peut-être qu'il y a un discours beaucoup plus net, qui justement, sans tomber dans les travers du complotisme, disent, voilà, on doit faire plus attention à cette marchandisation parce qu'elle a eu des dérives trop graves, trop de morts, et on doit poser ces questions-là. Mais évidemment, mais c'est pour ça aussi que j'estime que ça fait partie de mon rôle de prendre position sur des sujets de société ou des sujets politiques. C'est parce que la base, la racine du mal dans ce secteur-là, le secteur de la santé, c'est la même que dans tous les autres. C'est la thune. À partir du moment où tout ce qui régit tout, c'est la thune. Quel gouvernement va oser prendre les mesures qui s'imposent et dire les grands labos, vous allez plus avoir autant de pouvoir que ça, tel lobby va vous calmer tout. Bien sûr que là, si on reste comme ça, rien va changer. Tu vas pouvoir mettre des petits pansements à droite à gauche, etc. Mais tant que c'est pas Big Pharma, c'est Big Capitalisme, tu vois. Tant que le système il est capitaliste, la santé elle sera soumise au même diktat que les autres, que l'éducation, que tout ça, quoi. Évidemment, si tout n'était pas régi par la thune et si tout était effectivement régi uniquement par le bien-être de la personne soignée, ça serait beau, mais c'est pas demain, quoi. Ouais, c'est pas demain, mais c'est un combat politique. Et ça, moi, je pense que c'est important. À 100%. C'est de dire aux gens, voilà, il y a une vraie lutte à faire, il y a un vrai combat à mener. C'est un combat pour vous-même, c'est un combat pour vos enfants, pour vos petits-enfants peut-être. Et de se dire que voilà, un monde où on est soigné correctement et où on n'est pas, tout n'est pas régi par le capitalisme peut exister. Et il faut pas qu'on ait peur de le demander, parce que en fait, des fois, moi, j'ai l'impression que c'est des trucs qu'on se dit c'est si loin qu'il faut pas l'exiger. Mais si, demandez-le, exigez-le, parce que c'est important. Je donne juste vite fait 2 exemples, mais premier truc, c'est pas un exemple, c'est un fait. L'immense majorité de la recherche pour les médicaments, la santé, etc., c'est des fonds privés. La recherche publique, c'est minime, quoi. Et les gens qui financent la recherche, tu te doutes bien que c'est pas des mécènes. C'est des gens qui se disent, je finance la recherche parce que si on tombe sur un brevet pour tel traitement, pour telle maladie, c'est moi qui le vends derrière, c'est moi qui me fais un max de thunes. Tant que ça fonctionnera comme ça, t'auras tout un tas de maladies qui seront laissées de côté parce que ça concerne pas assez de gens. Et du coup, tu vois, je parle même pas des maladies rares ou des maladies orphelines, juste des maladies qui sont pas assez rentables, donc on fait pas de recherche dessus, donc on s'emmerde pas. Ça déjà, c'est le premier truc. Et deuxième truc, c'est, mais ça revient au même, c'est juste le système de brevet des médicaments. Je sais pas si tu te rappelles de ce scandale du gars qui rachète un labo, qui rachète le brevet d'un traitement qui était utilisé pour traiter certains symptômes des phases SIDA. Et le mec, d'un coup, il dit, allez, on va multiplier par 15 le prix de ce médicament, ce qui fait que tout d'un coup, c'était devenu inaccessible pour la majorité des personnes concernées. Et voilà, avec l'argent, il a acheté un album du Wu-Tang Clan. Je me rappelle de l'histoire, c'était... il y avait l'album unique du Wu-Tang Clan, le mec fait ça, pète les prix, plein de personnes ne peuvent pas se soigner. Il achète son album unique du Wu-Tang Clan, il s'en vante partout sur Internet, puis il se fait arrêter par le FBI, heureusement. Tout l'argent a été volé de je ne sais quoi et tout, mais les victimes dedans... de ce système capitaliste qui permet à un arnaqueur de racheter le brevet et donc le système de soins de tant de personnes, ça a été que voilà, des personnes ont énormément souffert de ça, quoi. Ouais. Ça, mais je trouve que c'est un super exemple parce que c'est vraiment l'exemple de pourquoi capitalisme plus santé, c'est non, rentabilité plus santé, c'est non, marché privé plus santé, c'est non, parce que ça peut pas marcher. C'est comme ça. Et t'as la crise des opioïdes aussi aux États-Unis. Je sais pas si dans le chat, si je peux me permettre une petite recommandation, c'est un docu qui s'appelle, je crois que c'est Toute la beauté et le sang versé, un truc comme ça. J'ai pas vu. C'est un docu sur la crise des opioïdes et qui montre mais très très bien comment un labo qui commercialise un traitement antidouleur a réussi à corrompre l'immense majorité des médecins américains et de leur dire prescrivez notre médicament, même pour des douleurs minimes, etc. Sauf que c'était un médicament qui avait un potentiel addictif de ouf. Et t'as des gens qui se sont pour une tendinite qui se sont retrouvés accros aux opioïdes
Et ça a fait des centaines de milliers de morts aux États-Unis et même dans le monde. Et c'est vraiment ce docu est super bien. Je crois que c'est toute la beauté et le sang versé. Il me semble que c'est ça. Mais je crois que c'est le fentanyl. Enfin, il me semble le nom du médoc. Enfin, en tout cas, c'est pas le fentanyl, c'est un autre. C'est la Vicodine, mais ouais. Ah, voilà, mais moi je pense que voilà, c'est des choses, il faut les prendre en compte et il faut en parler parce que à mon avis, tu vois, on se demandait comment lutter contre le complotisme, prendre ces sujets à bras le corps et les traiter, c'est aussi une manière de finalement sans aller ni dans leur sens, ni justement peut-être dans le sable en mode mais non, il y a aucun problème du côté de l'industrie pharmaceutique et de la marchandisation de la santé, et dire non, voilà, on prend la question, simplement vous ne la prenez pas du bon côté, vous ne la regardez pas de la bonne manière. Et il y a quelque chose, d'important à dire sur le sujet. Et vous vous en servez pour votre profit à vous, parce qu'il faut quand même pas oublier que voilà, Casas Novas, ils vendent des centrifugeuses pour faire des jus là 10 fois plus cher, et fait du dropshipping, donc apparemment ces gens-là, ils font 3 millions de bénéfices. Voilà, c'est ça. Je regardais, ça a brassé sévère. Hein, donc voilà, ne pensez pas non plus, c'est ça, que ces gourous-là, ils ont à cœur votre santé. C'est à nouveau l'argent. C'est les mêmes types que les gars se dénoncent entre eux, quoi. Ils se renvoient la balle. Au final, les dernières personnes qui les intéressent, c'est les gens qui soignent, quoi. Et du coup, pour revenir à la question de l'extrême droite que tu évoquais par rapport au complotisme, en disant il y a des passerelles, c'est vrai que depuis la dernière campagne présidentielle, mais ça va faire un certain temps, on voit que la question de la santé est un cheval de bataille de l'extrême droite. Je pense notamment à Zemmour, qui est venu pendant la dernière présidentielle déclarer que pour lui, les enfants en situation de handicap n'avaient pas leur place à l'école et qu'il fallait les placer, je cite, dans des établissements spécialisés pour lutter contre, je cite encore, l'idéologie égalitariste, donc vraiment une idée politique profondément inégalitaire et discriminante qui voudrait appliquer s'il arrivait au pouvoir, et qui est, on le sait, défendue par d'autres partis d'extrême droite à travers l'Europe, notamment l'AfD en Allemagne. Et de l'autre côté, on a depuis maintenant plusieurs années le RN qui a fait de la suppression de l'AME, l'aide médicale d'État, qui permet notamment aux personnes sans papier d'avoir accès aux soins, un de ses chevaux de bataille. Donc comment toi tu vois cette espèce d'envahissement du secteur de la santé par l'extrême droite, qui a bien compris qu'il y avait un enjeu politique très fort à ce niveau-là et qui s'en empare de manière très virulente et violente? Moi je crois qu'à chaque question que tu vas me poser sur l'extrême droite, je vais te répondre, c'est la faute à Sarkozy. Mais vraiment, pour moi, le Sarkozy, c'est le péché originel. C'est lui qui a tellement déplacé l'échiquier politique vers la droite, et qui a fait de l'ancienne droite gaulliste un parti d'extrême droite, ce qui fait que il a été piétiné les plates-bandes du FN et maintenant du RN. Donc ils ont dû trouver autre chose. Sarkozy, il leur a volé la sécurité. Il a bien fallu qu'il trouve autre chose. Donc ils sont rabattus sur la santé. Et en gros, c'est un peu la même, tu vois. Sauf que là, c'est pas les méchants étrangers qui volent votre travail, c'est les méchants handicapés qui vous empêchent d'avoir accès à l'éducation ou machin, etc. Correctement. Avec en plus ce petit truc de si vous dites le contraire de ça, c'est parce que vous êtes wokiste, ça c'est quand même le bon épouvantail hyper facile de l'extrême droite, le wokisme, c'est-à-dire dès que tu les contredis, c'est parce que t'es woke, quoi. Et de base, ils ont réussi aussi le tour de force à transformer une qualité en défaut. Woke à la base, c'est quand même juste être éveillé sur des sujets de société, et ils ont réussi à te faire croire en rajoutant isme derrière que c'était une maladie, quoi. T'es contre les discriminations, mon Dieu, oh là là. Ouais, c'est ça. Ouais. Et honte de toi. Non mais incroyable. Mais du coup, je pense vraiment que c'est ça. Je pense vraiment que si aujourd'hui ils s'attaquent aux thématiques de santé, c'est parce que ils se rendent bien compte que sur la sécurité, voilà, ils se sont fait piquer leur joujou, leur cheval de bataille. Mais ça reste monter une partie de la population contre une autre partie de la population, et ça reste faire croire à des gens, vous êtes les vrais. Et nous, on va s'occuper de vous, et on est les seuls parce que personne d'autre ose dire ça, alors que, évidemment, on a raison.
Ouais, je suis hyper d'accord avec ce que tu dis sur le rôle des différents partis néolibéraux. Moi, je mettrais le début à Chirac, le bruit et l'odeur et tout, mais Ouais, clairement, bien sûr. Ouais. Sarkozy, c'est le président qui a installé cette normalisation du discours d'extrême droite dans la sphère mainstream. Puis derrière, ça a été suivi, que ce soit par d'Emmanuel Valls, puis sous Macron, Darmanin, qui quasiment allait dire il est carrément allé dire qu'il trouvait Marine Le Pen trop molle. Il faut quand même oser la dire sur un plateau télé. Donc ça a forcément énormément joué aussi à créer dans ce système de concurrence le fait que l'extrême droite vienne chercher des nouveaux thèmes, s'imposer ailleurs. Mais je rajouterais aussi que si on considère que l'extrême droite, et c'est mon cas, est une forme de proto-fascisme, quoi, voire un fascisme qui va en s'installant, il ne faut pas oublier qu'il y a une idéologie qui est celle du corps national, c'est-à-dire que la société est pensée comme un corps à défendre, à protéger, donc à protéger de l'envahisseur étranger qui viendrait le corrompre par le métissage, mais aussi à protéger à l'intérieur de tout ce qui est considéré comme ne rentrant pas dans la norme dominante, violente de la pensée fasciste, et donc le corps handicapé, le corps en situation de handicap est toujours perçu comme une menace au corps national, ce qui fait que dans tous les fascismes, dans tous les États fascistes et dans tous les pays d'extrême droite actuellement qui basculent à l'extrême droite, il y a des violences extrêmes envers les personnes en situation de handicap. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut toujours rappeler parce que c'est aussi un truc qui est un peu mis sous le tapis, mais quand on regarde par exemple Jean-Marie Le Pen, le discours qu'il a pu avoir autour du sida à l'époque et tout, on voit que c'est des gens qui était très, très, très clairement du côté de l'oppression, de la violence envers les personnes malades. Il les appelait, je cite, désolé, hein, mais les sidaïques. Il disait qu'il fallait les interner dans des camps. Enfin, dans des sidatoriums, il disait. Ouais, c'est juste pour rappeler voilà, la réalité. Je vous rappelle que Jean-Marie Le Pen était président d'honneur du Rassemblement national jusqu'en, je crois, 2018. Cette personne qui disait qu'il fallait interner les personnes malades du sida, quoi. Donc, je crois qu'il faut vraiment rappeler ça aux gens et que les gens gardent en tête la dangerosité de l'extrême droite, quoi. Mm. Ouais, ça, j'ai rien à ajouter à ce que tu viens de dire, je suis 100% d'accord. Ça marche. Bah écoute, j'embraye sur l'extrême droite, du coup, c'est aussi qu'on a, du coup, avec cette montée de ces discours-là, justement, réactionnaires, est-ce que tu crois pas qu'il y a justement peut-être un enjeu à aller mobiliser des soignants, médecins, chirurgiens, tout ça, enfin, pour qu'ils se positionnent politiquement, quoi, qu'à un moment donné, le côté neutralité, tout ça, c'est gentil, mais en fait, la neutralité, elle est déjà dépassée et on a un vrai problème. On a peut-être besoin de soignants qui se politisent, quoi, un peu plus. Enfin, en tout cas, du côté des infirmiers et tout, on le voit peut-être plus, mais du côté médecin et tout, j'ai l'impression vraiment que... Pas trop. Ouais. Et puis ceux qui le font, malheureusement... c'est des Véran ou des Bachelot, même si Bachelot a mené des combats nobles. Ouais, mais tu vois, on en revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure sur cette espèce de figure du médecin tout puissant et incorruptible, machin, etc. On a vu avec le Covid que les soignants, ils se font avoir comme tous les autres, et par les discours de l'extrême droite, et par les discours complotistes. Quand tu vois que t'as des soignants qui ont préféré arrêter de bosser plutôt que se faire vacciner. Voilà. Et du coup, je pense qu'ils sont pas plus... Alors, ça veut pas dire que ceux qui sont conscients... doivent pas prendre position. Je me demande quand même si je dis peut-être des conneries, mais Patrick Pellou, l'urgentiste là, il a pas pris position publiquement à gauche, il me semble, mais je dis peut-être de la merde. Mais c'est vrai que ça reste rare. Après la vérité, c'est que infirmiers, machin, etc. Pourquoi pas, mais le corps médical, ça reste quand même très à droite. Hein. C'est quand même très les républicains, les médecins. Mais comment t'expliques ça? C'est pas paradoxal. Par exemple, tu vois, je pensais moi aux retraites, je me disais... Ils ont de la thune. Ouais, c'est vrai, c'est des riches. Mais ils voient les gens. Quand tu es par exemple médecin et que tu vois la réforme des retraites, et tu sais que la pénibilité du travail sur le long terme, ça va avoir forcément des effets sur le corps, des effets sur la santé, que ça va être délétère pour des
tonnes de personnes et accélérer peut-être des pathologies, des problèmes et tout. C'est quand même incroyable que tu te dises pas, bon, je vais quand même prendre la parole, ne serait-ce que simplement sur l'aspect santé, sans parler du reste, sans dire, bon, voilà, ils ont peut-être pas lu les rapports du corps ou je sais pas quoi, mais peut-être qu'au moins ils peuvent se positionner sur ça et dire, bon, de notre point de vue de professionnel, rallongé à partir d'un certain âge, dans des métiers à pénibilité ou assis à ça, bon, bah, c'est une catastrophe pour le corps ou quoi. Pourquoi ça, ce minimum, il est pas fait, tu vois? Moi, ça m'étonne à chaque fois, je me dis, c'est dommage. C'est pas, je pense que c'est une histoire de culture professionnelle. C'est pas un métier où on nous apprend à militer politiquement, tu vois. Je crois que c'est vraiment, on est très très renvoyé à l'organique et tu vois, et voilà. Donc nous, on nous apprend à faire notre boulot et à pas trop l'ouvrir en vrai. Je pense. Après, je vois dans le chat qu'il y a plein d'exemples de médecins et de soignants qui ont pris position à gauche. Je pense qu'il y en a quelques-uns, mais le fait que tous les deux, on n'ait pas un nom qui nous vienne tout de suite, tu vois, c'est quand même marquant d'une absence, d'une certaine manière. Mais en vrai, après, je disais, tu vois, à gauche, à droite, déjà, c'était quand même, c'était à moitié une vanne, mais c'était pas complètement le fond de ma pensée. Évidemment, tous les médecins sont pas de droite, pardon. J'ai des potes médecins qui sont de gauche aussi. Il y en a des biens. J'ai un ami médecin, not all médecin. J'ai un ami médecin de gauche, not all doc. Non, mais c'est évidemment raccourci, et à partir du moment où tu fais des raccourcis, tu dis de la merde. Mais ouais, non, je sais pas. Et je suis pas sûr qu'en vrai, à droite, il y ait tant que ça de médecins qui soient engagés non plus. Je pense que c'est vraiment juste une histoire de culture professionnelle. C'est pas dans notre ADN de militer, quoi. Et de reproduction sociale. Je pense que voilà, les médecins, on sait que c'est des enfants de classe sociale supérieure, qui viennent de milieux plutôt aisés, bourgeois, où peut-être voilà, il va y avoir une culture politique plus à droite, plus conservatrice, qui va se transmettre, et qui va se transmettre du coup par un vécu aussi, de croyance en la méritocratie, le travail. Voilà, nous on a travaillé beaucoup à l'école, et c'était dur médecine, vous auriez pu le faire si vous aviez mieux travaillé, et tout ça. Et puis même à l'intérieur même des études et après de comment obtenir un poste et comment obtenir un poste de PH et comment grimper les échelons et tout, c'est que ça aussi. Donc évidemment ça renforce un peu ce truc, même si là on est encore une fois on est un peu dans la tambouille et dans la sociologie de comptoir, mais il y a sûrement des trucs qui s'expliquent comme ça. Ouais. Demain, la gauche gagne les présidentielles, réforme du système de santé, ça devient incroyable et tout. Tu retournerais bosser à l'hôpital ? Déjà, faudrait que je me reforme. Hein. Ça fait longtemps que j'ai pas mis les mains dans le cambouis. Hein. Regardez ce vrai professionnel. Vous voyez cette conscience-là, même dans l'hypothèse, il est en train de se faire une formation pour être à jour. Ça, c'est bien ça. mais tu sais, la vérité, c'est que pendant la crise du Covid, alors j'avais été pas mal contacté et par le ministère de la Santé et par le ministère de la Recherche. Et du coup, j'avais profité que j'avais un contact avec le ministère de la Santé en disant comment je fais moi si je veux aller là j'ai un diplôme d'état infirmier mais j'exerce plus en structure de soins. Comment je fais si je veux aller filer des coups de main, que ce soit vacciner des gens, que ce soit bosser à l'hosto, j'avais des amis qui bossaient dans le sud, qui montaient renforcer les équipes à Paris parce que c'est là où il manquait le plus de monde et tout. Et il m'avait dit ça fait trop longtemps que t'as arrêté d'exercer pour pouvoir réintégrer tout de suite une structure de soins, faudrait refaire une formation, etc. Parce que c'est un truc qui m'avait été pas mal reproché aussi pendant le Covid, c'était au lieu de faire tes vidéos enfermé chez toi, va bosser à l'hosto, feignant. Et j'avais demandé, et je pouvais pas. Mais du coup, c'est rassurant dans un sens aussi qu'on ne dise pas non, l'ego revenait alors qu'il y avait une grosse appel, beaucoup de demandes. Clairement, on va quand même vérifier quoi, que tout est à jour et tout quoi. Mais du coup, en vrai, pour répondre à ta question, en vrai, ce serait dur. Parce que ça serait reprendre un rythme. En vrai, si on me disait il y a vraiment besoin, on est vraiment en manque, machin, etc. Les conditions sont améliorées, tu peux de nouveau faire ton boulot correctement, etc. Mais s'il te plaît, vas-y, viens. Je considérerais la question. Après, pour moi, ça change énormément à ma vie quotidienne, ne serait-ce que dans mon rythme de travail, mes habitudes, etc. Ce serait
ça serait un dilemme. Hmm. Bon, de toute façon, il faut encore les gens gagner les élections que Julien puisse avoir ce dilemme. Gagner des élections et que le vote soit respecté. Ouais, c'est ça. Gagner les élections, faites respecter le vote, faites réformer l'hôpital. Enfin, ça va, des pailles, quoi. Ça va être vite fait. Je serai à la retraite à ce moment-là, je pense. Va savoir. On sait pas. On pourrait être surpris, mais bon, ça va être un peu compliqué. Et complètement sur un autre sujet, mais je sais que là, sur tes dernières vidéos et tout, t'es en plein Dry January et que tu viens de sortir une vidéo assez longue avec Maxime Muscat sur le fait d'arrêter l'alcool. Mais t'as aussi, paradoxalement, un peu créé 2 bières avec le youtubeur JV, qui sont des bières assez métal. J'ai vu le packaging, je crois que c'est quoi, Glam Metal et Black Metal, c'est ça? C'est ça, exactement, ouais. Ouais, et donc du coup, je voulais savoir un peu ce que tu peux nous parler de ce rapport à l'alcool, de pourquoi tu fais un Dry January, pourquoi tu as tenu à faire venir Maxime Muscat sur la question de l'arrêt de l'alcool et tout. Parce qu'on parle pas mal d'addiction et tout sur la chaîne aussi parfois, donc je me dis que ça pouvait être un angle intéressant pour sortir un peu juste du pur politique. Ouais. Déjà, pour les bières, je me suis posé énormément de questions avant de me lancer dans c'est JV qui m'a proposé de le faire. Ma première réaction, ça a été « Ah, trop bien !» Je suis un grand fan de bonnes bières, donc j'étais trop content. Après, je me suis dit « Bon... compliqué parce que ça va. Avant cette vidéo là sur le dry, j'ai fait pas mal de vidéos sur l'alcool, etc. Je me disais est-ce que ça va pas venir brouiller le message, etc. Et je suis parti du principe que il y avait l'être humain, l'individu, qui aime le métal, qui aime la bière, et il y a le professionnel de santé qui donne des infos sur la santé, etc. Tu vas pas aller voir, tu vas pas regarder ce que boit ton médecin au resto le midi. Donc voilà, moi c'est la même. Et encore une fois, moi j'estimais que je restais dans ma ligne édito qui est, je prétends ni être parfait, ni te dire ce que tu dois faire. Je te donne des infos et après tu fais bien ce que tu veux avec ces infos-là. Et ben c'est pareil pour moi en fait. Ouais. Donc je me suis dit c'est pas déconnant de sortir 2 bières. Surtout que c'est pas un truc industriel, hein, ça a été un one shot, ça s'est vendu et maintenant c'est terminé. Et pour le dry, moi j'ai un papa qui était alcoolique. L'alcool, ça a toujours été un sujet qui m'a interrogé dès que j'ai eu l'âge de me rendre compte que mon père avait un problème d'alcool et que ça le transformait et physiquement et psychologiquement, et que ça avait un impact sur tout son entourage, etc. Donc pour moi c'est un sujet qui est hyper important depuis toujours. Et je sais que j'ai comme 90% de la population un problème avec l'alcool. Moi, mon problème, c'est que quand je commence à partir en mode festif, j'ai du mal à m'arrêter. Mais je bois jamais, tu vois, là je suis à la flotte, je bois jamais tout seul, je bois pas la semaine, sauf si je sors faire un resto, etc. Je suis pas cette espèce de caricature d'alcoolique, mais force est de constater que parfois, ma consommation, dans un cadre festif, elle m'échappe, donc je perds la maîtrise. Donc je trouvais que ça intéressant de tenter l'expérience du dry. Dry January, c'est ne pas boire pendant le mois de janvier, je précise. Voilà, c'est ça. Tu bois pas une goutte d'alcool pendant tout le mois de janvier. L'intérêt du truc, c'est de questionner ta consommation d'alcool, de voir comment est-ce que tu peux faire des choses que d'habitude tu fais avec l'alcool sans, voir si vraiment c'est différent, voir si vraiment t'en as besoin. Et puis éventuellement après, te dire tout ça je l'ai fait pendant 1 mois sans alcool. Est-ce que les prochaines fois je peux pas arrêter de systématiser le fait que je vais au resto, oui évidemment je vais prendre un verre de vin avec mon plat. Je vais dans un bar, oui évidemment je vais boire de la bière. Tu vois, c'est peut-être sortir un peu des automatismes. En tout cas en ce qui me concerne, c'était la démarche, c'était faire le point sur ma conso d'alcool et éventuellement avec l'idée que ça dure pas qu'1 mois parce que c'est pas une fin en soi le dry. Et en fait c'est en lisant le bouquin de Maxime que j'ai décidé de faire le Dry January parce qu'il me l'a envoyé en décembre. Maxime Muscat qui a écrit un livre sur son droit de l'alcool, c'est ça ? C'est ça, donc Maxime Muscat
vieux pote à moi, on a bossé ensemble, il était chroniqueur au Petit Journal, j'étais son co-auteur à ce moment-là. Il a été tout en haut, il a fait une chute un peu quand il a arrêté de bosser à la télé. Il raconte tout ça et dans ses vidéos et dans son bouquin. Mais en gros, il y a un moment où il s'est rendu compte que l'alcool avait pris beaucoup trop de place dans sa vie et lui, initialement, il a testé 1 an sans alcool. Et en fait, depuis, il a jamais repris. Ça va bientôt faire 4 ans. Donc là, il en a fait un bouquin dans lequel il raconte tout ça. Comme on est très potes, comme le sujet m'intéresse, je me suis dit, je ferais bien une interview de toi au moment où ton bouquin va sortir. Et donc j'ai lu le bouquin en avance. Ça m'a donné envie de faire le dry. Et il se trouve qu'on a fait l'interview en décembre et la vidéo est sortie le 2 janvier. Donc vraiment pile en plein début du dry. Et ouais, je trouvais ça intéressant d'avoir le discours d'un gars qui pour le coup est pas du tout dans le médical, pas du tout dans le c'est vraiment un témoignage de Maxime, c'est pareil, hein, il a un peu le même profil que moi, c'est-à-dire que il sait pas s'arrêter quand il commence à boire. Bon, lui, ça a pris plus de place que moi dans sa vie, mais c'est pas la caricature du mec qui est au blanc sec le matin et qui boit forcément tous les jours et qui est dégommé tout le temps, machin, etc. Il avait des problèmes avec l'alcool auxquels tout le monde peut s'identifier. Et je trouvais que c'était vachement plus intéressant, justement, que les gens puissent entendre quelqu'un qui leur ressemble et qui parle de problèmes qu'ils peuvent avoir avec les mêmes mots qu'eux, et qu'ils entendent ce qu'il a raconté sur son expérience de la sobriété. C'est pour ça que j'ai bien aimé votre discussion sur justement ce côté un peu problème ordinaire. Et c'est pour ça que d'ailleurs que je trouve ça enfin, j'ai dit paradoxal tout à l'heure, mais je trouve ça pas problématique que tu aies fait une bière et que tu parles de ça. Parce que justement, c'est la réalité, quoi. C'est qu'on est beaucoup à aimer boire un verre et en même temps à se dire, quand je bois quand même, c'est pas toujours. Tu vois, toi, tu fais un dry January, moi je pense que j'ai fait un drunk December, tu vois. Moi j'ai fait les deux, hein, je te rassure. J'ai pris 2 semaines de vacances, ça m'était pas arrivé depuis je sais pas combien de temps, et c'était un repas avec arrosé, on m'invite à des soirées, je bois des coups et tout, et j'ai plus ou moins contrôlé en faisant attention, parce que ça fait un certain temps que j'essaye justement de me dire, bon, fais gaffe quand en soirée, bois pas trop et tout. Il y a quand même un soir où j'ai vraiment trop bu, et je me suis dit, putain, wow, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé, et le lendemain, j'avais ce truc de me dire, plus jamais j'arrête de boire et tout, vraiment infernal, et je me disais, c'est impressionnant le rapport toxique, quoi. À l'alcool, le côté addiction que je sens venir quand même, qui est là, qui me fait toujours peur. Et le fait que c'est quand même un sujet assez tabou, moi je le trouve encore. Ce côté, le côté, il faut soigner les personnes alcooliques. Quand c'est bien marqué, là les gens sont là. Mais se dire, est-ce que c'est moi la personne alcoolique ou qui a un problème avec l'alcool dans mon ordinaire, alors que non, mais c'est juste en soirée et tout, là c'est pas la même mayonnaise. Hein. Ouais, c'est clair, ouais. C'est ce qu'on dit d'ailleurs avec Maxime dans la discussion. Lui, volontairement, il n'emploie pas le mot alcoolique ou alcoolisme. Parce que, je comprends très bien la démarche, parce que c'est un mot épouvantail. C'est-à-dire que ça rebute les gens. Et en plus, ça leur désigne la caricature dont je te parlais tout à l'heure. C'est-à-dire, un alcoolique, c'est quelqu'un qui boit tout le temps, tout au long de la journée, qui est bourré tout le temps, qui est machin, etc., qui a le nez rouge, qui a la gueule d'un alcoolique, machin, etc. Alors que quelqu'un qui a des problèmes d'alcool, j'ai dit 90% tout à l'heure, c'est un chiffre au pif, hein, et c'est sans doute pas celui-là, mais en tout cas, les problèmes d'alcool, ça concerne énormément de gens, quoi. Donc et le tabou, je pense qu'il est double. Le tabou, il est individuel, parce que quand on me dit t'as une maladie, bon déjà t'as plus ou moins envie de te faire soigner, mais en plus quand on me dit t'as une maladie, mais elle est liée à ce que tu fais toi, à ton mode de vie, tu vois, t'as un côté un peu culpabilisant, fait que on te dit ça, la première réaction, c'est réaction de rejet, c'est déni. Non, je suis pas malade. Non, moi je gère, moi je contrôle, moi j'arrête quand je veux, tu vois, le fameux truc, machin. Mais le tabou, il est sociétal aussi, hein. Et on va en revenir à la thune, mais culturellement, tu te rends compte quand tu fais le dry, pour le coup,
tout est organisé autour de l'alcool. Un repas d'affaires, ça picole. Un cadeau de fin d'année, c'est une bouteille d'alcool. Une soirée entre amis, c'est forcément avec de l'alcool. Enfin, un anniversaire, c'est du champagne. Même si c'est un anniversaire de les 6 mois du petit dernier, les adultes, ils se dégomment au champagne, tu vois. Enfin, l'alcool, il est partout. Et derrière tout ça, t'as le lobby des alcooliers, que ce soit les vignerons, les machins, etc. Je sais pas si tu te rappelles de ce ministre de l'Agriculture qui disait « Oui, mais il y a alcoolisme... » Enfin, il faisait il y a alcoolisme et alcoolisme. Boire du bon vin tous les jours, c'est quand même moins dangereux que se dégommer tous les week-ends avec du mauvais whisky. Bah non, frère, non, c'est pas moins dangereux. Ça reste un problème d'alcool, quoi. Les perceptions sociales des trucs. Et il y a plein de gens qui disent dans le chat que c'est hyper dur justement d'arrêter de boire. Moi, ça m'est arrivé de pas boire pendant plus d'1 an à cause des problèmes de santé dont je parlais plus tôt. Ouais. Et vraiment, tu découvres à quel point toutes tes interactions, quasiment, elles sont structurées autour de boire, sortir avec les collègues, les anniversaires et tout, et la pression. Parce que la pression sociale. J'ai été consommateur d'autres drogues. Jamais personne en soirée est venu me dire mais quoi, tu fumes plus de crack ou je sais pas quoi. Non, mais alors par contre l'alcool là, on est là, mais t'es un peu chiant là. Ouais, les gens citaient Léa Salamé qui avait dit, je crois que c'était à Orelsan ou je sais plus qui. Non, c'était Artus. C'était à Artus, je crois. Ah, Artus, voilà. Ouais, voilà, vous êtes ennuyeux, je sais pas quoi. Tu dis, vous êtes devenu chiant, ouais. Bah oui, c'est fou, hein. Et il y a ce truc. Mais je pense que c'est aussi un truc c'est aussi un mécanisme qui est lié à la culpabilité. C'est-à-dire, si toi tu bois pas, c'est parce que t'estimes que boire c'est pas bien, et comme moi je bois, je me sens pas bien, tu vois. Donc bois s'il te plaît. Ouais, c'est vrai, c'est un miroir de nos propres pratiques. C'est intéressant ce que tu dis, parce que je me vois moi aussi en plus que je me compare des fois. Quand je me sens mal à l'aise avec ma consommation, je me pense à mes potes qui boivent plus mal ou je sais pas quoi. Je me dis non, mais eux, lui il boit 2 fois par semaine, ou lui ça craint. Lui ça craint. Moi ça va. Ouais, c'est là où on voit que il y a vraiment des questions et tout. Et c'est là aussi, je pense que souvent sur la santé et tout, on a l'impression, enfin, tu vois, ce que tu fais dans ton corps, il y a un truc de vulgarisation sur les recherches et tout qui est hyper important. Mais je trouve aussi qu'il y a quelque chose qui manque, et c'est ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans la vidéo où tu es en fauteuil roulant dans Paris et tout, c'est quelque chose de l'ordre du témoignage ordinaire. Et finalement, du vécu, de ce que c'est. Je crois que c'est, comment elle s'appelle, Virginia Woolf qui disait c'est fou qu'on écrive autant de livres sur l'amour alors qu'il y aurait des livres extraordinaires à écrire sur la santé et sur les petites maladies de chacun. Et je crois qu'il y a vraiment encore un énorme manque sur ça, où on voit qu'à chaque fois que des témoignages sortent, là, celui de Maxime sur la question de l'alcool, mais ça peut être des témoignages qu'il y a eu maintenant sur certaines maladies, par exemple gynécologiques, des trucs comme ça. Et à chaque fois, les gens sont en mode mais merci, quoi. Enfin, ça fait tellement longtemps que j'avais besoin d'entendre ça, et ça aide beaucoup de gens, quoi. Ouais, je sais que c'est un truc dont, par la force des choses, je me suis un peu éloigné. Parce qu'avant, je faisais un format où j'invitais des gens à venir me parler de un truc qu'ils ont une particularité au niveau de la santé. Donc c'était l'apnée du sommeil, le syndrome de la Tourette, l'endométriose, etc. J'ai arrêté de faire ce format-là parce que quand je suis parti de chez Webedia, j'avais plus de studio, donc je tourne chez moi, donc c'est moins facile de faire ça de chez moi. Mais c'est vraiment mon objectif là des mois qui viennent, en tout cas pour 2025, c'est de recommencer à être plus dans l'humain, plus dans le témoignage, plus dans le concret, parce que je trouve qu'il y a rien qui remplace ça en fait. Ouais, carrément, et quand c'est bien fait, parce qu'évidemment, je veux dire, je sais qu'il y a aussi des gens qui font ça sur Internet avec une approche, je pensais au syndrome de la Tourette, j'ai vu des vidéos assez voyeuristes, honnêtement. Ouais, bien sûr. Je vais pas citer de nom, mais les gens sauront. Oui. Ils vont trouver vite. Voilà, et c'est pas ça dont on a besoin, je crois, mais par contre, voilà, des vidéos bien faites, ou des échanges sains, valorisants, qui donnent de la dignité aux gens et tout, ça, moi, je trouve que ça manque énormément, et franchement, j'espère que tu vas sortir le format et on fera des réacts avec grand plaisir dessus, parce que je pense que c'est très utile. C'est cool parce qu'en vrai, tu vois, le truc qui est compliqué, c'est que tout le monde est super saucé quand tu parles de ce genre de vidéo qui fait du sens. Et depuis tout à l'heure, tu parles de la vidéo avec APF France Handicap que j'ai fait avec Alain. C'est mon pire score depuis très longtemps. Non. C'est-à-dire que tout le monde est hyper enthousiaste en disant ah c'est trop bien ce que t'as fait, bravo, machin, super succès d'estime, mais en termes de vues c'est ridicule. Je suis à 30 000 vues je crois. Ah ouais, d'accord. Pour une chaîne à plus de 700 000 abonnés, tu vois. Les gens, donc 30 000 vues, c'est le replay d'une interview sur ma chaîne, j'ai
15 000 abonnés. Voilà. Dites-vous, voilà, à quel point c'est pas normal. C'est vraiment pas normal. Et l'entretien avec Maxime, c'est pas si fou non plus. Et tous les trucs que j'ai fait, j'avais fait une série de vidéos avec France Télé Slash, où j'avais passé une journée, pareil, avec quelqu'un qui avait soit un handicap, soit une maladie, soit une personne non-voyante, une personne en fauteuil, une personne à qui manquait un bras, etc. Énorme succès d'estime, vraiment trop bien. Mais alors, même France Télé, qui est pourtant pas hyper à cheval sur les vues et tout ça, m'ont dit à la fin, on va pas repartir sur une saison 2 parce qu'en termes de vues, c'est pas assez, quoi. Ouais, c'est un marqueur, et c'est là où moi je pense qu'il y a aussi une éducation à faire à nous-mêmes, hein, je m'inclus dedans, à se dire, dans ce qu'on consomme sur les réseaux, c'est normal d'aller chercher du divertissement, on a besoin de poser son cerveau parfois, tout ça, mais en fait on peut trouver aussi du divertissement avec beaucoup de fond, d'intelligence et des choses intéressantes, et dites-vous bien que c'est quand même politique les choix que vous faites et l'intérêt que vous donnez à tel ou tel sujet. Et peut-être quand vous voyez passer ce genre de sujet, que vous avez ce réflexe un peu presque, je sais pas comment dire, pavlovien, je passe, parce que finalement ça va être difficile, peut-être laissez une chance. Et si ça vous met mal ou quoi que ce soit, bah voilà, peut-être ne regardez pas, mais laissez déjà une chance, parce que je crois qu'on laisse pas assez de chance à ce genre de format. Et du coup, bah, on fera un réact de la vidéo sur Paris en fauteuil, parce que vraiment je l'ai trouvé super, et moi ça fait écho vraiment à des choses que j'ai vécues, donc je trouve que elle mérite vraiment d'être vue. Et puis, je sais pas, moi j'aime beaucoup les vidéos feel good et les vidéos fit and fun pour le coup. Et moi je l'ai vraiment regardé comme un fit and fun cool. J'étais bien dedans, quoi. C'était l'idée, hein. À la base, c'est APF qui est venu me chercher, France Handicap, et qui m'a proposé le format en me disant, est-ce que ça te dit de te balader dans Paris en fauteuil et tout. Et j'avoue que j'avais une appréhension et j'avais une réticence. Le côté le valide qui se met à la place d'une personne en situation de handicap le temps d'une journée, tu vois, je trouvais que il y avait un truc qui me dérangeait. Donc j'ai dit, je suis ok, mais je veux pas le faire tout seul, je veux le faire avec vraiment une personne en situation de handicap, et que ce soit cette personne-là qui lead la vidéo, en fait. Moi, je suis le padawan. Moi, il m'apprend, il me montre, il me dit, tiens, tu vois, vas-y. D'où l'idée de faire un défi on va de tel endroit à tel endroit, et un peu parcours du combattant. Parce que j'avais peur un peu du côté. J'avais fait une fois, j'avais pris un simulateur de vieillissement, des trucs qui limitaient mon amplitude articulaire, qui limitaient mon champ de vision, machin. Et après coup, je m'étais dit, est-ce que c'est respectueux ce genre de truc-là? Je prends ta place une journée, ça fait pas. Je comprends pas pour autant ce que tu vis au quotidien. Mais du coup, là, je trouvais qu'avec Alain, qui en plus a une personnalité méga cool. Je trouvais que c'était plus riche, parce que je prétendais pas expliquer aux gens ce qui se passait quand t'étais en fauteuil. Juste, je le vivais et ça donnait lieu à des échanges avec quelqu'un qui connaît vraiment le sujet, quoi. Ouais, puis je pense que c'est la bonne approche. C'est un grand débat classique de l'anthropologie, à savoir est-ce qu'on peut vraiment observer une culture à la place de quelqu'un ou le vécu de quelqu'un. La réponse d'anthropologie, c'est bien sûr que non. Mais on aime bien dire, on peut lire par-dessus l'épaule de quelqu'un. Si la culture c'était un livre, on peut la regarder par-dessus son épaule, et pour ça, il faut une personne avec qui partager le moment. Je trouve que c'est un bon format qui permet de maintenir une distance juste et d'éviter un misérabilisme et tout. Et je vois un petit rappel sur les handicaps invisibles. Je suis absolument d'accord avec Lisa. Je trouve que c'est une bonne précision. Parce qu'évidemment, le fauteuil, c'est la première chose à laquelle beaucoup de gens pensent par rapport au handicap, tout simplement parce que c'est le logo que vous voyez sur les portes, des trucs comme ça. Quand vous allez dans un endroit, on vous dit, là, c'est pour les personnes qui ont un handicap, les places de parking, on va vous montrer un fauteuil. Mais voilà, rappelez-vous bien que la grande majorité des handicaps sont invisibles, et que c'est pas pour autant qu'ils ne nécessitent pas d'aménagement, etc. Ils sont invisibles, et voire parfois ils sont même pas diagnostiqués. C'est-à-dire que t'as aussi toute l'errance médicale, c'est tu sais que t'as un truc qui va pas, mais tu sais pas ce que c'est. Et du coup, pendant des années, t'es pas traité, etc. Donc évidemment, c'est hyper important de rappeler ça. Merci de l'avoir fait, Lisa. Ouais, c'est le combat d'une vie, hein, d'ailleurs, des fois, de trouver un diagnostic et d'avoir ensuite la possibilité d'un traitement et tout. Et voilà, bon, force à toutes les personnes. Je sais que dans le chat, il y a de nombreuses personnes qui sont concernées. Donc, force à vous toutes et à vous tous. Écoute, il est 14h. Je pense qu'on a un peu fait le tour. On a faim.
beaucoup de sujets. Dernière petite question, après je te libère, mais j'aime bien ces questions rituelles. Je sais que tu es un fan de musique. Est-ce que tu aurais 2-3 morceaux de musique trop stylés à conseiller au chat, et du métal tant qu'à faire, parce que ça serait un autre débat, mais sur le métal, moi j'ai pas mal de critiques sur la question politique, la présence du NSBM, l'omniprésence de néo-nazis dans des festivals, des concerts que j'ai pu observer et tout. Et du coup, voilà, est-ce que peut-être du métal un peu engagé, ce serait peut-être assez cool. Je reviens quand tu veux pour parler de métal et politique, hein, avec grand plaisir. Trop bien. Et on n'a pas parlé de sport. On n'a pas parlé de. On n'a pas parlé de la. Si tu veux, on peut continuer. Hein. Moi, je suis pas, voilà, je fais aux pièces. Hein, mais sinon, on peut en refaire un on refera. Quand tu veux. On fera sport et métal. Sport, métal et politique. Non, mais en plus, pour le coup, sport, moi j'ai dit ce que j'avais à dire dans la vidéo. Toi, j'ai vu que tu avais fait un react que j'ai pas vu en entier encore, mais j'imagine que tu as dit ce que tu avais à dire aussi. On était globalement d'accord, mais je pense que ça fera un échange intéressant aussi en direct. On va en reparler. Ouais. Mais quand tu veux. Donc, métal. Alors, il y a un premier groupe auquel je pense, c'est See You Space Cowboy. Ok, ref à Cowboy Bebop. Exactement. Ok, trop stylé. C'est un groupe engagé sur les questions. C'est un groupe anticapitaliste, antiraciste, pour les droits LGBT. La chanteuse est une personne trans, donc engagée, voilà. Et concernée, du coup. Et concernée, exactement. Et je le recommande pas pour ça, je le recommande parce que c'est une de mes grosses claques musicales de l'année. Je les ai vus en concert dans une toute petite salle et c'était incroyable. Donc See You Space Cowboy. See You Space Cowboy, ouais. Une chanson, peut-être un album, ou peut-être ils n'ont pas encore beaucoup de trucs. Une chanson, c'est... je la mets toujours dans le mauvais sens. Je crois que c'est Lubricant Like Kerosene. Ok. Bon. Ou Kérosène. Non, si c'est Lubricant Like Kerosene. Ouais. Vous mettez Lubricant et Kérosène, normalement il n'y a pas 10 chansons qui s'appellent comme ça. Vous avez trouvé, franchement c'est trop bien. Un autre groupe, mon autre grosse claque de l'année, même si je les connais depuis longtemps, mais c'est Nova Twins. C'est du métal, c'est pas vraiment du métal, c'est une espèce de électropunk chelou. C'est deux anglaises, deux londoniennes, deux meufs noires qui, mais scéniquement, c'est incroyable. Elles sont que deux. Alors elles sont accompagnées par un batteur qui est un musicien de tournée. Nova Twins, c'est mon t-shirt littéralement, je crois. Ah ouais, ok, ouais. Fan. Incroyable. Je conseille évidemment Choose Your Fighter, peut-être comme morceau, mais je conseille de les voir en concert. En concert, c'est incroyable. J'ai eu la chance de les interviewer. En plus, elles sont géniales. Qu'est-ce que je peux conseiller d'autre? Ouais, pas forcément du métal. Si tu veux aller ailleurs, là, totalement nous surprendre, nous prendre à contre-pied. Qu'est-ce que j'écoute en ce moment à part du métal? Pas grand-chose. Hein. Non, sinon après, si il y a pour les gens qui aiment bien l'électro, il y a Bloody Beetroots ou Carpenter Brut ou Perturbator, toute cette mouvance ou Violence. Ah, voilà, tiens, c'est ça que je vais. Ma troisième reco, c'est Violence. C'est un mélange de dubstep et de métal. Violence, comme ça se prononce. Là, j'aurais pas un morceau particulier, mais si vous cherchez Violence sur Spotify ou n'importe quelle plateforme, vous allez trouver ça. Ils ont fait un remix de leur premier album avec tout un tas de feats avec des gens divers et variés. C'est très très cool. Donc Violence, Nova Twins et See You Space Cowboy. Franchement, trop bien. Moi, j'avoue, See You Space Cowboy, je suis fasciné là. Je veux absolument écouter ça. Beaucoup trop fan de Cowboy Bebop de toute façon, donc absolument envie d'écouter ça. Écoute, merci beaucoup Julien. Est-ce que, je sais pas, on te retrouve quelque part, ton prochain projet, prochain truc que les gens peuvent aller checker? Déjà, aller voir sa chaîne YouTube, évidemment. Ouais, ma chaîne YouTube, mes réseaux sociaux, je
vraiment de plus en plus de trucs sur Insta. En ce moment, je fais des dry diary, je fais un petit reel TikTok, etc. Quotidien sur mon expérience du Dry January. Et puis ouais, c'est déjà pas mal. Mais si vous allez sur jmnl.co, vous allez tomber sur mon Linktree avec tous mes liens. Et j'ai plein de projets pour 2025, y compris dans la fiction, des émissions un peu plus organisées sur du flux, peut-être Twitch, peut-être ailleurs. En tout cas, il y a plein de projets qui vont arriver en 2025. Bah écoute, trop bien, merci beaucoup d'être venu, merci beaucoup pour ta franchise et tes réponses aux questions. Puis bah écoute, on se revoit pour le prochain live métal, c'était quoi? Métal, sport et Métal, sport et politique. Un énorme merci à toi et puis à la prochaine.